Il y a beaucoup de gens qui parlent de vision. Et des fois, je me demande si c'est même pas en fait juste faire un truc et être capable de s'adapter, qui est beaucoup plus important que la vision. Ce qui est important dans le business, c'est de faire des choses et apprendre à pivoter. Parce qu'on est tellement dans un monde où la technologie évolue vite. J'aurais voulu imaginer mid-journée il y a 1 an et demi. Même moi, j'y aurais pas cru en tant qu'artiste. Et c'est là où ça te force à constamment te réinventer. Et du jour au lendemain, il y a un mec qui achète un travail qui a été fait en quelques jours pour 10 000 balles. Salut Maxime. Salut Alec, comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Ça va très bien, merci. Parfait. Bon, t'as beaucoup de talent. Ça me fait super plaisir qu'on soit ici. Je dis ça parce que c'est la 2e fois qu'on fait le démarrage. Mais oui. Tu viens de faire la preuve de ton talent musical justement avec un élément de réglage du son. C'est rare. On a réglé le noise gate, voilà. Exactement. Si on veut être précis. C'est ça. Mais justement, aujourd'hui, je suis super content de faire cet épisode. On se connaît depuis maintenant à peu près 1 année et demie. Je t'ai vu à l'œuvre dans différents projets entrepreneuriaux également. Tu as eu un parcours dans la musique, dans le design. Tu es un grand créatif. Tu as beaucoup de facultés. On en parlera aujourd'hui. On va parler aussi d'IA. On va parler de NFT et on va parler de nombreuses anecdotes que tu peux raconter de ton parcours où tu es passé finalement de freelance à gérer un studio de production où tu as pu bosser avec parmi les plus grandes marques. Justement, avant d'entrer dans le vif du sujet et les différentes questions et sujets que j'ai envie d'aborder avec toi, est-ce que tu veux bien te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ? Eh bien avec grand plaisir. Donc pour me présenter très rapidement, et on va dire les gens me connaissent la plupart du temps sous le nom de Maxime Accard et me définissent comme artiste digital. Mais comme tu l'as précisé, j'ai un parcours qui est un petit peu atypique. En fait, j'ai arrêté l'école après le bac et mon objectif c'était de devenir musicien professionnel. Et d'ailleurs j'ai eu un parcours assez intéressant. Je jouais dans un groupe de métal, on a joué au Hellfest en 2015. Et en fait, c'est via ce parcours musical et pour servir l'intérêt de mon groupe que j'ai un petit peu développé des talents comme le graphisme ou la vidéo. Et après, c'est devenu un peu par accident mon métier parce qu'à un moment, il y avait plus de revenus et de demandes de ce côté-là. Et donc aujourd'hui, les gens me connaissent comme artiste digital, mais ma passion première, mon objectif premier, c'est de devenir et de rester musicien pro. Et aujourd'hui, j'ai transitionné, on va dire, d'une activité de studio de production spécialisée dans la 3D, plutôt pour me focaliser sur l'entrepreneuriat dans des domaines justement comme la tech ou le Web3. Ouais, effectivement. Tu jouais quel instrument ? De la guitare basse. Okay. Et j'ai commencé la musique, puisque mes 2 parents sont musiciens, par le violon. En fait, j'ai commencé le violon à 4 ans et la guitare basse autour de 14 ans. Ok, je vois. Et justement, tu m'as déjà raconté cette anecdote, mais qu'est-ce qui fait que par la force des choses, du coup, tu deviens graphiste dans ton groupe où justement tu me disais que vous n'aviez pas forcément de moyens financiers au départ, puis du coup, il faut créer des designs, des flyers, des trucs. En fait, moi, je suis un profil un petit peu atypique. Je suis devenu entrepreneur par accident. J'avais pas du tout envie de devenir entrepreneur. J'ai jamais eu la passion du commerce et dans ma famille, il n'y a pas particulièrement de gens qui sont entrepreneurs dans le commerce. Et j'ai toujours eu une passion pour la musique et très rapidement, tu sais, quand tu essayes de faire des choses, tu vas rencontrer d'autres musiciens, puis tu te rends compte que si tu publies pas dans des groupes ou si tu fais pas de vidéos YouTube, tu vas pas avoir de vues, donc tu vas pas trouver de concerts. Donc en fait, un petit peu accidentellement, le parcours de musicien forme les gens qui font de la musique à devenir entrepreneurs. Et c'est via cette passion que tu en viens à développer des techniques de marketing. Après, t'as pas trop d'argent, donc tu fais même, on va dire, accidentellement du guérilla marketing, parce que quand t'as pas d'argent, t'es créatif pour avoir de la visibilité. Et dans un groupe, on va dire, qui est ambitieux, les gens développent un petit peu il y a une structure qui se développe autour de compétences naturelles. Donc souvent, il y en a qui vont plutôt faire la partie booking de concerts, d'autres qui vont peut-être faire la partie graphisme et on va dire vidéo. Il y en a un qui va peut-être devenir ingé son. Et en fait, pour minimiser les coûts, tous les musiciens se rendent compte qu'à un moment, il faut développer des talents, on va dire, complémentaires. Et c'est pour ça que dans les groupes de musique, des fois, tu trouves des grands entrepreneurs qui le sont devenus par l'apprentissage un petit peu dur que si tu fais juste de la musique, même si t'es très bon, tu t'en sortiras pas particulièrement. Donc c'est un peu grâce à ça en fait la vidéo j'ai découvert. Je pense que j'avais 14 ans et on s'est dit en fait tous les groupes de musique font des clips, donc go acheter une caméra, télécharger un logiciel de montage et faire un clip. Ok. Ça a vraiment commencé comme ça.
Ouais, c'est intéressant parce que tu mets en exergue un point, c'est qu'il y a beaucoup, j'imagine, de gens qui sont passionnés de musique, qui veulent devenir une rockstar ou peu importe. Et tu as énormément de prétendants pour très peu d'élus. Et je pense que c'est encore plus le cas dans des industries comme celle-ci ou des industries liées à une passion, plus encore que l'entrepreneuriat. Parce que dans l'entrepreneuriat, il y a aussi beaucoup de gens qui veulent entreprendre, qui veulent essayer, mais qui malheureusement échouent, n'y arrivent pas comme ils devraient y arriver, etc. Tu as souvent cette question de qu'est-ce qui fait que tu as certains qui vont réussir et d'autres pas. Est-ce que tu t'es posé cette question justement dans l'industrie musicale ou dans une industrie de passion? Qu'est-ce qui fait la différence selon toi entre quelqu'un qui va percer et d'autres qui vont malheureusement peut-être devoir à un moment donné prendre une décision parce que tu peux pas indéfiniment essayer de percer? Il y a quelque chose qui est impitoyable dans la musique ou dans, on va dire dans le domaine du design. C'est que la musique, c'est un domaine où tu as 20 sur 20 où ça marche pas. On va dire que si tu es un musicien, par exemple, tu joues de la guitare et que tu montes sur scène, les gens s'attendent à ce que tu joues ton morceau parfaitement et sans fausse note. C'est comme de la chirurgie. Ça n'existe pas un mec qui monte sur scène et il fait, tu vois, genre 10 fausses notes par morceau où il chante faux. Sinon, ça reste un groupe amateur où, à la limite, ils vont même pas sur scène. Donc la musique, on va dire, je parle de ceux qui jouent un instrument. Après, aujourd'hui, tu as des moyens de faire de la musique sans forcément jouer d'un instrument. Je parle de ceux qui jouent d'un instrument. Ça t'apprend une rigueur, qui est la même rigueur que tu vas avoir dans le sport. C'est-à-dire que tous les jours, tu dois fournir un effort pour entretenir un niveau. Et ensuite, tu dois performer. Et le niveau de performance attendu, c'est 20 sur 20. Si tu as 18 sur 20, bah on va dire que c'est que tu fais quelques erreurs sur scène. Personne aime aller en concert et entendre 3 fausses notes par morceau. Donc la musique comme domaine, c'est impitoyable. Et le design, c'est un petit peu pareil. Si tu vas sur Instagram, la plupart des gens qui vont te suivre, c'est des gens qui aiment bien ton design. Si ton design est trop amateur ou si ça connecte pas les gens émotionnellement, les gens vont pas te suivre. Et ça, on va dire que c'est obligatoire. Donc ça fait, on va dire, une énorme sélection dans le business où, de base, tu es obligé d'être expert dans un domaine. Tu peux pas être genre très mauvais à la guitare et devenir une rockstar. Tu vois. Ouais. Donc déjà, tu as cet aspect particulier où je pense que dans d'autres domaines, c'est un petit peu moins le cas, où c'est moins visible. Par exemple, dans la musculation, si tu es nul, bah, tu vas te blesser. Ou par exemple, si tu fais de l'équitation, c'est ma femme qui aime bien prendre cette image, si tu t'y prends pas bien, bah, tu vas tomber, ça fait mal. Tu as un signal clair que ça marche pas. Tu as peut-être des domaines où tu as des signaux qui sont moins clairs. Peut-être l'influence ou peut-être le marketing, ça te blesse moins. Et du coup, tu as peut-être besoin de plus de retours ou c'est peut-être un petit peu plus dur. Comme je te dis, la musique, c'est impitoyable. Si tu vas dans un studio d'enregistrement et tu n'es pas dans les temps, l'ingé peut te corriger un petit peu, mais tu vas vite te rendre compte que bon, ça ne peut pas fonctionner. Donc déjà, ça, c'est obligatoire. Et en plus de ça, tu as le côté très frustrant, parce que c'est des domaines un petit peu élitistes. Les gens sont en compétition. Dans la musique, tu as un peu ce côté, celui qui joue bien, celui qui met plus d'émotion, celui qui inspire les autres. Donc tu es tout de suite poussé dans un domaine où toi, tu es extrêmement exigeant avec les autres. Moi, demain, si je paye une place de concert et que je vais voir mon groupe favori, c'est pas pour qu'il fasse de la merde, tu vois. Et donc, du coup, toi-même, tu deviens quelqu'un de très exigeant, mais tu dois aussi accepter que les gens vont être exigeants avec toi. Et ça, c'est très important. Et donc, une fois que tu développes, on va dire, un niveau sur ton instrument, ou on va dire sur ta tablette graphique, ou peu importe le domaine, bah, tu te rends compte que publier ton morceau sur YouTube, sur SoundCloud ou sur peu importe la plateforme, ça n'attire pas les gens. Même si ton design il est incroyable, même si ton morceau il est incroyable, il n'y a personne qui va venir chercher ta musique. C'est à toi d'aller mettre ton art et c'est à toi d'aller mettre ta musique sous les yeux des autres. Et c'est là où tu réalises qu'il y a un côté un petit peu impitoyable et c'est des métiers où il y a beaucoup de frustration parce que je connais énormément de designers qui sont très très bons, bien meilleurs que moi. Je connais des musiciens qui sont bien meilleurs que moi et ils s'en sortent pas. Et très souvent, la différence, c'est l'aspect marketing. Ouais. Et de par le marketing, tu vas créer une connexion émotionnelle avec les gens. Et en fait, l'art, c'est que de la connexion émotionnelle. Les gens écoutent des morceaux parce qu'ils aiment les artistes, parce que ça les fait vibrer, parce que ça les inspire. Et le design, c'est pareil. Le public ne regarde pas forcément ton design d'un point de vue technique. Il ne va pas se dire « Ah, il a utilisé tel logiciel. Ah, mais il a utilisé un plugin. Ah, mais tel script. »
ils s'en fichent. Quand tu écoutes, je sais pas, Michael Jackson, t'es pas en train de te dire ah mais il a utilisé tel compresseur sur la basse. Enfin, sauf peut-être si t'es ingé son, mais 99% des gens vont juste écouter le morceau et vibrer. Et il y a vraiment ce côté où c'est des domaines où t'as pas le choix. Ouais. C'est un peu marche ou crève, parce que c'est impitoyable. Tu peux travailler, développer un énorme niveau, et en fait, on va dire le launch sur Internet va mal se passer. Et c'est là où tu dois avoir la hargne de continuer à pousser ça pour obtenir des choses derrière. Donc, des résultats, ouais. C'est extrêmement intéressant comme tu fais le parallèle entre le monde de la musique et le monde du design, parce que tu as vécu du coup les deux mondes et tu as vu du coup les deux mondes. Rapidement, pour poser le contexte, que les gens aussi se rendent compte de la carrière que tu as pu avoir et que tu as aujourd'hui aussi dans le design, de par les opportunités que tu as su te créer, saisir, la communauté que tu as su créer, etc. Est-ce que tu peux nous citer quelques-uns des grands noms de clients avec lesquels tu as pu travailler ? Bien sûr. Récemment, mon dernier client en date, c'est la marque de cosmétiques NYX, en client direct. C'est important de le préciser parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont travailler pour des grandes marques, mais qui vont toujours passer par des agences ou être sous-traitants de sous-traitants. Moi, j'ai fourni énormément d'efforts pour avoir des clients directs. J'ai eu aussi, via mon studio, McLaren en client direct, via des agences Lancôme, Givenchy, Maybelline et des artistes comme Kenji Girac. Donc voilà, c'est quand même des noms qui parlent. Warner TV aussi. Ouais. Et justement, la question sous-jacente à ça, c'est maintenant qu'on a posé le cadre, qu'on a posé le contexte, tu as aussi l'une des plus grandes, voire la plus grande communauté au monde de design. On en parlera justement de comment constituer des communautés telles que tu les constitues, parce que c'est vraiment une de tes forces, que ce soit dans ton industrie, dans ta passion, comme dans d'autres industries que tu as pu justement développer. Mais comment on passe de je dois toucher un peu au design et à la créa, passer une nécessité pour mon groupe et je fais quelques flyers, puis ensuite on me demande quelques flyers, puis quelques logos, puis quelques trucs, tu as des clients parmi les plus renommés au monde, en tout cas les top 100, les top 500 marques au monde qui te sollicitent, voire même parfois en direct, pour pouvoir travailler avec eux en tant que studio ou en tant qu'individuel. Moi, je pense que j'ai des défauts qui sont devenus des qualités dans le business. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'étais extrêmement rageux, dans le sens où quand il y a quelque chose qui ne marchait pas, ça provoquait de la colère en moi. Comme je te dis, quand tu publies ton premier morceau, il n'y a personne qui t'écoute. Et quand tu publies un design et qu'il n'y a personne qui te dit que c'est bien, tu vois, ça éveille quelque chose en toi, surtout si tu es passionné. En fait, c'est une histoire de passion. Moi, j'ai toujours eu cette espèce de hargne de me dire mais pourquoi lui il réussit et moi je réussis pas, pourquoi ça marche pour les autres alors que je considère, c'était de la prétention, je considère que c'est mieux. Et je me suis pas laissé faire. Et par exemple pour le groupe de musique, je savais même pas que ça s'appelait du guérilla marketing, mais on avait trouvé justement avec les musiciens de mon tout premier groupe, donc on était jeunes, et en fait ça c'est une anecdote marrante à raconter, mais on avait trouvé que dans les groupes Facebook, c'était beaucoup plus impactant de créer un profil d'une nana un petit peu jolie qui partage le lien de ton groupe, et ça générait beaucoup plus de likes et de vues que si c'était toi-même le membre, tu sais, qui venait faire la promotion directement. Donc après on avait créé une espèce de chaîne où on avait plein de comptes et on faisait la promo, et ça commençait à bien marcher, tu vois, on essayait de monter les clips à 10 000 vues. Et ça, c'est des trucs... j'ai appris il y a quelques années que ça s'appelait du guérilla marketing, mais à l'époque je ne savais même pas. Et c'est parce que je refusais l'idée de me dire, voilà, à 14-15 ans, il y a des potes, ils ont 10 000 vues sur leurs clips, et nous, on n'a pas. Alors que moi, je me disais, mais notre musique, elle est mieux, tu vois. Donc en fait, on faisait tout pour pousser le truc encore plus loin. Et l'histoire de la communauté, c'est la même chose. Le fonctionnement des réseaux sociaux est très primaire. Et aujourd'hui, quand t'es adulte, t'as une vue très différente de la chose. Aujourd'hui, mon opinion, elle n'est pas la même que celui que j'étais il y a 2 ans, qui n'est pas la même que celui que j'étais il y a 5 ans, qui n'est pas la même que celui que j'étais quand j'avais 14 ans. Aujourd'hui, les abonnés, je peux dire facilement, parce que j'ai le network, que c'est même plus important. Parce que le plus important, c'est ton network, c'est les gens que tu connais. Ouais. Je pourrais relancer des business sans faire d'Instagram. Mais au tout début, c'est un peu une métrique de succès. Tu te dis, bon, si j'ai des abonnés, et si j'ai des likes, par exemple sur mes artworks, c'est la preuve que ça marche, c'est la preuve que ça génère quelque chose chez les gens. Donc moi, j'utilisais ça, aujourd'hui, je pourrais dire... Une sorte de carte de visite, finalement. C'est ça, mais aussi comme une métrique du succès, dans le sens où, bon, s'il n'y a pas ces mesures, c'est que ça ne marche pas.
Et en fait, le problème d'un artiste digital, c'est que tu peux pas poster tous les jours sur les réseaux sociaux. Déjà, ça va te mettre des années avant que tu sois bon. Et quand t'es pas bon, bah t'as moins de likes, c'est ce que je t'ai expliqué. Si ton art ça connecte pas avec les gens, ou que les gens connectent pas avec ton art, bon bah tu vas avoir, on va dire, moins de retours. Et en plus, ça met du temps à faire une création. Et très rapidement, c'est là qu'est venue un peu l'idée de la communauté. Parce que moi j'ai connu Beeple très tôt. Il faut savoir que Beeple ça a été un des pionniers dans le monde de la 3D. Avant YouTube, il partageait déjà ses scènes, il a un petit peu propulsé l'idéologie open source, il avait déjà ce style cyberpunk des années et des années avant. Aujourd'hui tout le monde le connaît. Moi je l'ai connu de l'époque où il était encore webmaster. Parce que Beeple, c'était même pas un artiste. Alors aujourd'hui, tout le monde le connaît. Il a fait 69 millions avec son œuvre Everyday. C'est lui qui a un peu lancé, on va dire, le bull run des NFT. Mais avant, c'était un petit gars qui faisait ça en side et qui partageait ses scènes avec d'autres personnes. Et du coup, lui, il publiait tous les jours. Et moi, à l'époque, avec mon associé, on n'arrivait pas à publier tous les jours. C'était un petit peu frustrant. Et du coup, on voulait quand même faire monter les réseaux sociaux. Et du coup, à un moment, on avait eu l'idée de créer une chaîne YouTube, un groupe Facebook, et puis du coup, cette page de curation qui s'appelle Motion Designers. Vous pouvez aller voir sur Instagram. Aujourd'hui, il y a 535 000 abonnés. Et on n'a jamais fait une seule promo payante. On n'a jamais payé pour faire de l'ADS. Donc, tous les abonnés, c'est full organique. Et quand on a commencé, en fait, pour moi, c'était une idée de me dire, mais... j'ai envie que les gens arrivent sur la page MHS Prod. Du coup, tous les jours, je vais partager de l'inspiration et je vais mettre inspiration curated by MHS Prod. Et en fait, c'est comme ça qu'on a fait grossir la page MHS Prod du studio qu'aujourd'hui a 119 000 abonnés. C'est comme c'était impossible de poster tous les jours sur le studio parce que ça voudrait dire que tu crées tous les jours et c'est impossible en tant que designer. Tu vas avoir, on va dire, des jours où tu es moins créatif, tu vas avoir des jours où tu fais des trucs pourris. Et du coup, ça c'était juste l'opportunité de, un peu comme la non-acceptation de pas avoir 10 000 vues sur son clip, ça c'était vraiment le truc de se dire, mais attends, moi j'ai envie d'avoir des abonnés, du coup je vais trouver une solution qui va ramener des gens vers la page. Et à un moment, je crois que le rythme de post, je crois que c'était 6 posts par jour sur Motion Designers. Donc 6 fois par jour, je partageais de l'inspiration qui m'était curated by MHS Prod. Et en fait, ça a été un énorme vecteur qui a ramené des gens vers le studio. Ouais. Et t'imagines devant des centaines de milliers de personnes, ça devait être des taux d'impression absolument dingues avec le nombre d'abonnés justement que tu Alors au début, aujourd'hui, oui, les taux d'impression sont énormes. C'est des millions par semaine. Okay. Je crois qu'il y a un average de 7 millions par semaine. Okay. C'est gros. Qualifié qui plus est. Ouais, qualifié, targeté. Mais quand on a commencé, quand je réfléchis, je sais pas comment j'ai fait pour pas me décourager. Ok. Parce qu'en fait, ça a mis longtemps. Ça a mis combien de temps justement? Parce que nous, on voit maintenant le résultat. Mais la réalité, c'est qu'on sait que la courbe de croissance en général, elle est exponentielle, tu vois. Ouais, elle est pas complètement linéaire. Ça, c'est... En fait, il faut retourner sur ma chaîne YouTube, enfin qui est une chaîne communautaire aujourd'hui, donc on va dire sur notre chaîne YouTube, qui s'appelle la Motion Designers Community. Il faut regarder tous les premiers tutos, et dans les tutos, tu peux voir à peu près le nombre d'abonnés YouTube et le nombre d'abonnés Instagram. Et je pense qu'au moins pendant 1 à 2 ans, en tout cas, c'est resté en dessous des 10 000 abonnés. Okay. Et d'un coup, ça a commencé à être un petit peu exponentiel, et après, ça a explosé. Mais il y a eu une force d'acharnement, ou même sur les vidéos. Aujourd'hui, sur la chaîne YouTube, il y a presque 600 vidéos. Quel designer, tu vois, a l'idée d'uploader 600 vidéos et c'était vraiment ce truc de se dire, bon, ben, il y en a des fois, ils postent des tutoriels, ça fait des millions de vues. Moi, j'ai jamais eu ça. Donc, brute force, quoi. On poste. Jusqu'à ce que ça marche. C'est ça. Et ouais, je pense que pendant très longtemps, ça a fait des chiffres pourris. Je pense que c'était... entre 100 et 600 vues, peut-être les 50 premières vidéos. Ok, je vois. Et tout ça, tu le faisais tout seul ou tu avais une équipe avec des community managers, avec des process structurés qui fait que tu étais tranquille ou tu faisais tout seul? On était 2. Okay. Et en fait, il n'y avait aucun process parce que ni mon pote de l'époque ni moi n'avions d'expérience. En fait, on était tellement naïfs qu'on pensait qu'on allait gagner de l'argent avec la monétisation de YouTube.
C'est-à-dire que nous, on réfléchissait même pas avec un process, un tunnel de vente en se disant bon, on va faire des vues YouTube et les vues YouTube, ça va renvoyer vers des cours. Et c'est arrivé après ça. Mais au tout début, c'était... on a vu la monétisation YouTube, on s'est dit ouais, si on fait 1000 vues, ça fait $1. Go faire des millions, comme ça on va gagner $1000. Puis quand t'es mineur, quand t'es jeune, quand t'es encore chez tes parents, t'as l'impression que $1000, c'est un truc de fou, quoi. Ouais. Mais ouais, il y avait cette naïveté où je pense qu'au début, on voyait que par les vues et la monétisation YouTube. Et c'est après, en fait, simplement par observation, en observant d'autres personnes qui faisaient des tutos. Et puis après, ils renvoyaient vers des sites où ils faisaient des formations. Puis après, par curiosité, tu checkes les chiffres et tu dis, mais attends, ils gagnent bien leur vie. Il y a mieux que la monétisation YouTube. Ouais. Et c'est comme ça, après, qu'est venu les formations qui ont été faites. Ok, je vois. Et pour en revenir à la question initiale, et tu as évoqué un sujet qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tu as développé un réseau qui fait que tes réseaux sociaux en tant que tel, la communauté en tant que telle, tu aurais moins besoin de ça si tu voudrais créer du business, voire pas du tout besoin de ça. À l'époque, est-ce que cette communauté, vu qu'on en parle, t'a permis justement de créer des opportunités ou de développer ce réseau ? Et est-ce que, du coup, c'est ce qui a permis à quelqu'un de passer de simple freelance, encore une fois, à bosser avec parmi les plus grosses boîtes ? Aujourd'hui, je pourrais presque dire je dois tout à la communauté. Parce que la communauté, en fait, elle crée un biais chez les gens où tout le monde va te placer pour plus important que tu es. Et tu es dans une relation où tu es celui qui donne en premier. Il y avait des tutos sur YouTube, donc après les gens se souviennent de « Ah bah c'est grâce à lui que j'ai appris ». Il y avait le groupe Facebook, « Ah bah tiens, c'est lui qui a créé le groupe Facebook ». Il y avait la page de curation, « Ah bah c'est lui qui m'a aidé à avoir de l'exposition ». Donc je pense que assez rapidement, les gens te mettent sur une espèce de piédestal et du coup tu vas attirer beaucoup plus de personnes. Je te donne un exemple. Quand on a travaillé c'était pour Turner, donc pour les logos Warner TV, le gars en fait avait suivi des tutoriels et moi à cette époque-là j'étais pas non plus un grand designer. T'avais quel âge à ce moment-là ? Peut-être 21 ans, quelque chose comme ça. Ok. Et il a regardé les tutos. Il s'est dit tiens, ce gars il fait des tutos, il a l'air de savoir de quoi il parle. Et en fait c'est comme ça qu'il a fait appel à moi. Et on n'a jamais été sur des plateformes comme Malte, freelancer.com ou autre. Il y a toujours eu un vecteur qui est venu via la communauté. Et après la communauté est devenue tellement puissante qu'après c'était même un moyen de recruter, qui était un super pouvoir. C'est-à-dire que si tu fais une story et tu dis bah, j'ai un boulot intéressant, je cherche je sais pas, un spécialiste dans le modeling, bah, après tu reçois des tas de messages de gens qui ont envie de travailler avec toi. Et c'est ça qui crée la magie, on va dire, d'un studio, c'est que tu as des gens qui ont envie. Et c'est très différent d'avoir quelqu'un qui vient t'approcher parce qu'il a vu ta story que toi-même qui va aller justement sur une plateforme comme ArtStation et qui essaye de convaincre quelqu'un de bosser pour toi. Donc la communauté, ça a été vraiment une espèce de super pouvoir et ça a amené à des opportunités qui sont incroyables. J'ai aussi enseigné à eArtSup, Sup de création, j'ai donné cours au Gobelin aussi. Et tu as des designers qui, comme je le dis, sont meilleurs que moi, ont plus d'expérience, ont plus de bouteilles, probablement aussi plus de qualité, et ils enseigneront jamais au Gobelin. Donc il y a aussi toute cette aura qui après aide pour l'enseignement parce que ton but c'est de transmettre un savoir. Tu n'es pas obligé d'être le meilleur des designers pour être un bon prof. Ouais. Et donc ouais, ça a ouvert des opportunités qui sont monstrueuses. Et ça a même mené après, dans la suite, on va dire, sur ma carrière, plus d'artiste. Parce qu'après, j'ai commencé à travailler de moins en moins sur des boulots clients, parce qu'il y a eu la vague des NFT. Et les NFT, en fait, j'étais déjà intéressé par la blockchain depuis 2016. Et les NFT, ça m'a intéressé en 2020. Avant tout le monde. C'est ça. Et le tout premier NFT que j'ai minté, c'était, je crois, en novembre 2020. Et assez rapidement, ça s'est emballé, parce qu'il y a eu la vente de Beeple. Et j'avais été accepté sur la plateforme Super Rare. Même en décembre 2020, on avait fait un partenariat avec la plateforme Super Rare et la Motion Designers Community. Et du jour au lendemain, il y a un mec qui achète un travail qui a été fait en quelques jours et qui l'achète pour 10 000 balles.
Et c'est là où j'ai eu une espèce de déclic, où je me dis, mais attends, je fais pas de la presta de service, je fournis moins d'efforts, je fais quelque chose qui me plaît, et il y a un mec qui achète, on va dire, une œuvre d'art. Et ça a été un petit peu... les NFT, ça a fait beaucoup de remous dans la communauté de designers, comme aujourd'hui l'IA peut le faire, parce que ça a permis à des gens de générer des revenus sans la prestation de service. Et il y a un côté qui est très dur à analyser. J'ai donné mon point de vue et ça va créer, je pense, des controverses. Il y a eu un point de vue très juste, enfin il y a eu un effet très juste, où moi j'ai observé que beaucoup d'artistes digitaux qui avaient beaucoup donné à la communauté, des gens qui étaient actifs sur Instagram, des gens qui faisaient des tutos YouTube, des gens justement comme Beeple qui avaient participé à l'open source, se mettaient à faire des grandes ventes parce qu'il y avait une connexion émotionnelle avec les gens. Tu connectes émotionnellement avec un artiste avec lequel tu as grandi. Et à côté, tu avais des mecs ultra techniques qui bossaient en studio, qui ont peut-être bossé chez Blizzard, qui sont meilleurs en tout point, tu vois, genre ils sont vraiment bons, et à côté qui faisaient aucune vente. Et il y a eu une espèce de rage c'est ça. Et de détestation, et même pas frustration, une détestation, parce que quelqu'un comme moi, finalement, qui peut être moqué, on va dire, par les professionnels en étant défini comme un artiste d'Instagram, va faire des ventes, et eux vont pas faire des ventes. Mais parce que l'analyse, en fait, se cantonne simplement à l'aspect technique. Et comme j'ai dit en début de vidéo, finalement, ce qui a fait que les gens se sont intéressés aux NFT, c'est un petit peu la même chose que dans l'art, c'est la connexion émotionnelle. Ouais. Les gens ont acheté des NFT, des artistes qui suivaient sur Instagram, des artistes avec lesquels ils ont grandi, ou de ceux qui avaient été un petit peu des pionniers dans le design. Donc ouais, tu prends Beeple, Cornelius Damrich ou Raoul Marx, tu vois, vraiment des gens qui ont participé à tout ça. Raoul Marx, pour te donner des noms, c'est un artiste qui avait partagé le modèle 3D de l'astronaute le plus populaire que tu as vu dans plein de posts Instagram. C'est lui qui l'avait fait. Et au niveau des boulots sur lesquels il avait travaillé, il y avait True Detective, tu vois, il avait fait plein de génériques de séries connues. Et la différence entre lui et plein d'autres personnes qui étaient aussi bonnes, c'est que lui, en fait, il a donné à la communauté. En fait, il a créé un modèle 3D d'astronaute qui a été le plus utilisé par d'autres artistes. Ouais. Et c'est lui qui a été récompensé au moment des NFT, et pas d'autres qui étaient meilleurs, qui avaient moins donné. Et je pense que ça a été vraiment dur pour la quasi-totalité des artistes, parce qu'ils avaient le biais de se dire, ils avaient la prétention de se dire, comme moi, ce que je fais, c'est bien, ça va marcher. Et en fait, c'est un peu horrible à dire, mais tout ce qui a fait que les NFT ont marché pour certaines personnes, c'était très souvent pas vraiment l'art, en fait. C'était l'aura, l'histoire, la connexion émotionnelle que les gens avaient, et l'histoire. Et la communauté, la hype, tous ces éléments. Exactement. Clairement. Non, mais c'est très vrai ce que tu dis, et même moi je l'avais ressenti lors de la phase NFT où je m'étais rapproché de différents designers, etc. J'ai même constitué une équipe autour de moi, et c'était très polarisant. Tu as ceux qui adhéraient, ceux qui détestaient, ou même par exemple effectivement ceux qui se disaient mon design est magnifique, ça va marcher, mais la réalité c'est que non, c'est la communauté qui aura raison, et c'est ce que tu as donné à la communauté, c'est le sens qu'elle y trouve qui fait que ça marche réellement. En fait, t'es plus dans le marché de la prestation de service. Donc en fait, les NFT, toi en tant qu'artiste, tu vends plus du temps, et tu vends plus vraiment une valeur. Et c'est ça en fait qui a choqué les gens, parce que un bon designer, il connaît sa valeur, ou alors il facture à l'heure, donc il sait ce qu'il vaut en fait. Ouais. Et il sait qu'il le vaut parce qu'il y a des gens qui le payent. Et en fait, les NFT, c'était un petit peu irrationnel, et c'était plus proche du marché de l'art en fait. Et les prix n'étaient pas liés à un talent, ni liés à un quelconque niveau technique. C'est contre-intuitif pour un artiste de ce type-là, complètement. Et justement, ça c'était la phase NFT, mais si on en vient justement à la phase prestat de service, il y a un truc qui est hyper intéressant que tu m'évoquais, c'est les couches de sous-traitance. Ouais. Donc, raconte-nous cette phase, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui sont des entrepreneurs, ou en gros ils font appel à des agences, ou ils sont des agences, que ce soit des agences dans le design ou des agences dans n'importe quel type de prestation de service.
Et c'est vrai que la sous-traitance, c'est quelque chose qui est monnaie courante, on va dire, dans n'importe quel type d'agence. Mais la sous-traitance telle que tu me l'as partagée, c'est quand même quelque chose que je pense la plupart des gens n'en ont pas conscience. Ouais. Quand tu passes littéralement d'un logo ou d'un design ou d'un jingle ou peu importe ce que ça peut être, d'une animation quelle qu'elle soit, qui va être vendue au client final, peut-être, je dis une bêtise, 100 000 $, mais que finalement il y a eu tellement de couches de sous-traitance, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et que finalement le mec qui l'a réellement créé, il l'a vendu 400 $, et que chacun des étages justement ont pris leur marge, tu te dis que c'est assez dingue, tu te demandes même si ça peut exister, et la réalité c'est que ça existe. Ça peut être intéressant que tu nous expliques aussi ce truc-là, parce que moi clairement, au début je me disais waouh, c'est fou, jusqu'à ce que vraiment je suis allé me renseigner sur le truc, et je me suis rendu compte à quel point c'est omniprésent finalement. Moi, en fait, c'est ce qui m'a un petit peu dégoûté du studio. Et c'est là où c'est intéressant aussi de... Mon point de vue, je pense, il contrebalance avec pas mal de personnes. J'ai l'air assez à l'aise, mais il faut savoir que j'ai plutôt un profil introverti. J'adore rester chez moi. Je suis plutôt timide, observateur. Donc, on va dire, avec le temps, tu développes des compétences qui sont nécessaires. Mais du coup, je pense que je suis un peu un contre-entrepreneur dans le sens où moi j'ai entrepris, mais il y a plein de fois où ça a marché et j'ai pas aimé et j'étais pas motivé. Et je pense que ça va à l'inverse de la doxa où très souvent on entend ouais, il faut que tu sois motivé à fond pour maximiser tes résultats. Moi, j'ai une vision qui est parfois plus cynique. Et en fait, non, c'est juste que c'était là, tu vois, au bon moment avec le marché et si tu as, on va dire, l'intelligence de faire en sorte que ça marche, bah ça marche, mais tu peux être démotivé et quand même avoir un business qui fonctionne très bien. Et tu peux même être pessimiste et quand même avoir un business qui marche. Donc je pense que ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on entend très souvent, parce que je pense qu'il y a un biais aussi, c'est que les gens à l'aise pour parler, les extravertis vont plus donner leur opinion. Et forcément, tu as des gens qui sont un petit peu pumpés par... on va dire par leur environnement, alors que des personnalités un petit peu plus introverties, on va avoir tendance à avoir un jugement qui est un petit peu moins celui de l'environnement, qui peut-être va être avec plus de doutes. Et en fait, tu peux lancer des business même si tu n'es pas motivé, et tu peux lancer des trucs qui marchent. Et moi, en fait, il faut savoir que pendant la quasi-totalité de mon aventure de studio, ça m'a jamais vraiment fait plaisir en fait. Donc tu faisais un truc au quotidien que t'aimais pas forcément. Ouais, c'est ça. Et ça a duré combien de temps ? Longtemps. Je sais pas, disons plusieurs années entre le moment où j'ai commencé en freelance et là j'ai arrêté mon activité de studio fin 2022, donc je ne ferai plus de prestations de service. C'est fini, forever. Ça a été une décision actée. Ouais, ça a mis du temps, mais parce qu'à chaque fois, je cherchais quelque chose de différent que j'ai jamais vraiment réussi à trouver. Alors, quelquefois, je l'ai un petit peu touché du bout des doigts, mais en fait, un créatif, moi, ce qui m'a toujours plu, c'est créer, c'est entreprendre. Et très souvent, dans la prestation de service, les hiérarchies font que tu vas beaucoup plus souvent te retrouver dans une position d'exécutant qu'une position de créatif. Et très souvent, tu vas être dirigé par des gens qui sont moins passionnés ou qui ont moins de compétences que toi. Ça m'est arrivé très souvent d'avoir des directeurs artistiques qui sortent juste d'école, qui finalement en connaissent moins que toi sur le design, travaillent moins que toi, et ils vont te donner la direction à suivre, alors que toi, tu pourrais faire leur travail en mieux. Et donc ça, c'est le premier truc qui m'a un petit peu dégoûté, c'est que j'ai eu l'impression qu'on retirait une part de mon âme d'artiste. Et en fait, c'était dur à vivre, parce que j'ai l'impression de ne pas faire ce qui me plaisait. Alors que dans la musique, tu vois, on composait nos propres morceaux, c'est ton truc. Et c'est là où je me suis plus retrouvé dans les NFT et dans l'art, parce que tu prends un projet comme Meta Agents, on s'était mis d'accord avec Robin, c'est mes designs. Je lui ai dit, on travaille ensemble, tu me donnes pas de feedback. Genre, je fais mon truc. Tu peux me donner ton opinion, mais tu me dis pas quoi faire. Tu fais ton truc, tu fais le marketing, tu fais voilà, le business, je fais le design, on se fait confiance. Et je me suis senti beaucoup plus accompli, et je pense que le résultat a été beaucoup plus intéressant que ce truc dans le studio où des fois tu as des calls, chacun donne son opinion. Et donc déjà, il y a ce premier truc, et puis après, il y a des niveaux de sous-traitance qui sont juste malades.
En fait, tu as des agences qui vont avoir des contrats d'exclusivité avec des grandes marques. Donc toi, en fait, tu n'auras jamais accès à certaines grandes marques. Ces agences, elles ont un fonctionnement qui est totalement capitaliste, c'est-à-dire qu'il y en a certaines qui sont en bourse, il y en a d'autres où leur objectif, c'est de satisfaire les actionnaires et de minimiser les coûts. C'est même plus vraiment de faire des beaux designs. Et du coup, ils vont sous-traiter avec une agence. Et je me suis déjà retrouvé dans des schémas de sous-traitance où tu as une agence parisienne qui va sous-traiter à une agence new-yorkaise qui renvoie vers une agence de Paris, vers une autre agence qui renvoie vers moi. Moi, c'était un moment de ma vie en plus où j'avais moins envie de designer et où moi-même j'ai sous-traité pour quelques centaines de dollars avec un designer freelance qui était en Albanie. Et je pense qu'entre l'input, tu vois, l'argent qu'il y a dû avoir sur le budget initial, je pense qu'on était autour des 200 000 euros. Et je pense que ça a fini fabriqué en Albanie pour 500 dollars. Waouh. Et c'était un TVC, c'était des shots 3D d'un truc qui est passé à la télé aux États-Unis. Enfin, pour te donner l'échelle. Et en fait, moi, j'ai trouvé ça un petit peu dégoûtant. Parce qu'il y a aussi un truc chez les designers ou chez les musiciens, c'est que très souvent, on est plein de contradictions parce qu'on évolue dans un monde quand même qui aujourd'hui fonctionne, on va dire, par le capitalisme. Mais très souvent, déjà, on ne sait pas que ça fonctionne comme ça parce que c'est pas au conservatoire qu'on va t'expliquer comment ça fonctionne. On va pas t'expliquer ce que c'est qu'une action, des dividendes, de l'equity. Et dans le design, c'est pareil. On va t'apprendre dans les écoles de design ou même quand tu regardes des tutos sur Internet. On va t'apprendre à designer. On va pas t'apprendre à monter ton studio, à faire de l'argent. Donc tu fais plein d'erreurs parce que tu t'y connais pas. Et du fait que tu t'y connais pas, t'as aussi tu peux avoir du dégoût. Et moi, plein de fois sur le studio, je me suis dit, mais si je devais gagner plus d'argent, eh ben, je devrais faire des choix qui me plaisent pas. Je devrais scaler. Et je me suis dit, mais en fait, si je scale, déjà prendre un boulot pour moi, ça me plaît pas. Donc si je prends plus de boulot, je vais gagner plus d'argent, mais j'aurai plus de trucs en parallèle qui me plaisent pas. Et je vais devoir engager des freelances pas chers dans d'autres pays, ou prendre des stagiaires, ou prendre des alternants. Et j'ai toujours été un petit peu en lutte contre moi-même en fait, et contre l'activité de prestation de service. Et en plus, la prestation de service, c'est pas vraiment scalable, parce que toi, on va dire, si tu as un style particulier, et que les gens viennent te chercher pour ce style, bah tu peux pas te démultiplier. Ouais. Et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à être beaucoup plus accompli en faisant justement des projets dans le Web3, des projets plus artistiques, ou même en étant carrément entrepreneur, en montant des projets et en étant associé sur un projet. Et c'est ça en fait. Mais j'ai eu besoin de cette grande étape qui a fonctionné, ça a fonctionné. La quasi-totalité des designers qui regardent mon studio peuvent se dire, mais tiens, lui, il a eu du succès. Il a eu les clients, il a eu l'argent, il a le niveau. Et en fait, si tu me poses la question, bah, j'ai jamais vraiment été très heureux. En tout cas, sur cette partie prestat de service. Ouais. Mais parce que le fonctionnement est aberrant. Et les niveaux de sous-traitance, c'est très souvent qu'il y en a 3, 4, voire plus. Ouais. Et justement, tu mets en exergue un point extrêmement intéressant, c'est que toi, à la base, tu es un créatif. Moi, je l'ai rencontré plein des créatifs dans plein de domaines différents. Et souvent, c'est challengeant pour moi parce que lorsque je les rencontre, c'est dans un contexte où soit on est partenaire, soit c'est mes prestataires, soit c'est des associés. Et si c'est des prestataires ou des partenaires, encore, ça va, mais tu as toujours envie de leur donner 2-3 conseils pour le business. Si c'est des associés, bah, tu as tout intérêt à ce qu'ils soient efficaces d'un point de vue business. Or, justement, les créatifs, souvent, bah, ils sont très bons dans le talent qu'ils ont, mais ils sont moins bons dans, par exemple, la gestion, le recrutement, des tâches un peu chronophages ou qu'on pourrait considérer comme contraignantes, etc. Quels sont les différents challenges auxquels tu as fait face? Tu faisais écho justement, tu évoquais des erreurs que tu as pu faire dans ton parcours entrepreneurial. C'est quoi les plus grandes erreurs et les plus grands challenges auxquels tu as fait face en tant que créatif qui a dû rentrer dans un moule qui est le moule de l'entrepreneuriat? Ouais. Alors déjà, juste pour revenir, moi je pense que par essence, j'ai un trait de caractère, peut-être qui vient de mes grands-parents et de mon père, qui vient de l'éducation, avec beaucoup de rébellion. Moi, je fais partie des gars qui vont peut-être dire de manière cynique
Toi, tu fais un boulot d'esclave, tu vois. Et du coup, même en tant que designer, j'ai jamais voulu être esclave. Et pour moi, être esclave, c'est faire quelque chose qui te plaît pas. Et je vois quantité de designers, par manque d'organisation, ils vont travailler toute la journée. Ou au contraire, ils vont pas chercher à gagner plus d'argent. Donc moi, on va dire, j'ai toujours eu cette aspiration à la liberté qui m'a aidé à faire des choix en me disant non mais ça je vais pas le faire, ça je refuse de le faire. Et ça a amené des fois des embrouilles dans le business avec des clients ou des partenaires, parce qu'il y en a qui faisaient des nuits blanches, où il y avait des clients qui attendaient un résultat, et où je disais bah non en fait. Et ça crée des tensions. Mais rétrospectivement, j'ai préféré avoir ces tensions et être là où j'en suis aujourd'hui que d'avoir sacrifié ma santé là-dessus. Donc je pense déjà, ça c'est un facteur quand même à considérer. Je pense que dans mon état d'esprit, je suis quand même très différent de la plupart des créatifs et on va pas forcément être d'accord. Et en fait, les erreurs d'un point de vue business, c'est toujours négliger le marketing ou négliger le commerce. Ouais. Et par défaut, être trop candide. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé le business, je ne comprenais pas et j'envisageais peu la manipulation. C'est-à-dire que par exemple, si je travaillais avec un client qui me disait tu vas avoir une NDA et puis en fait tu pourras pas poster, ou si tu veux que je lève la NDA, faut que tu fasses moitié moins cher. Ça m'est déjà arrivé des trucs comme ça. Et j'ai des potes qui m'avaient dit mais c'est aberrant, tu t'es fait arnaquer. Moi, j'avais pas compris que je me faisais arnaquer. Et il y a plein de fois où j'ai été, on va dire, candide, où je me suis dit, en fait, si le gars, il me dit qu'il a pas le budget, ou si le gars, il me dit qu'il faut que je livre plus tôt, ou s'il m'invente un truc un petit peu alambiqué, c'est que c'est vrai. Parce que j'avais pas été préparé, ni de par mon éducation, ni par l'école, et c'est que l'expérience, et c'est que en morflant plein de fois et en me faisant, on va dire, presque arnaquer, en faisant avoir, qu'après t'apprends. Aujourd'hui, je connais bien. Aujourd'hui, je suis même très bon. Et aujourd'hui, je pense même que ça s'est inversé. C'est-à-dire que je suis capable de négocier des très bonnes conditions, me faire respecter. Et je pense même que chez les clients, ça a amené encore plus de respect, qu'ils voient que je m'y connaisse. Ouais. Mais ça a été un chemin douloureux. Et je pense que c'était cette candeur, quoi. Vraiment le gars qui te dit faut que tu me fasses moitié prix, sinon t'as une NDA. Moi, je me suis même pas dit, des fois, il y a un truc à négocier. Je me suis dit, ok. Ouais. Ah non, c'est clair. Mais je confirme, parce que même à certaines phases, quand certaines personnes recherchaient des artistes pendant la phase NFT, c'est toi qu'on appelait pour vérifier si les deals étaient bons et si les artistes entourloupaient pas les différentes personnes. Donc, je confirme, ayant vu ça sur le terrain. Intéressant. Comment tu t'y es pris pour trouver un peu tes premiers clients, ou tout du moins tes premiers gros clients intéressants? Lorsqu'on n'a pas encore de notoriété, lorsqu'on ne peut pas encore dire j'ai bossé avec telle personne, lorsqu'on n'a pas encore des dizaines de milliers de personnes ou des centaines de milliers de personnes qui nous suivent, et lorsqu'on n'a pas encore 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans d'expérience dans les pattes. La méthode, ça a toujours été celle que je t'ai dit, celle qui a été un petit peu motivée par la rage. Ça a toujours été brute force. C'est-à-dire que au début, avec mon ami d'enfance avec lequel on avait commencé à travailler ensemble et avec lequel on avait le premier groupe, on avait besoin d'argent parce qu'on voulait produire notre premier CD. On faisait des clips et après on s'est dit on va vendre des clips. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On est arrivé au studio et pendant qu'il y avait des groupes qui répétaient, on rentrait dans la salle et on allait chiller et vendre nos services en mode porte à porte, de manière... tu vois, c'était vraiment... on n'a pas de clients, on a besoin d'argent, on va tout faire. Et puis des fois, on se faisait des listes de 400 emails à contacter pour faire des trucs qui valaient moins de 1000 balles, quoi. Des fois, des lyrics vidéo, des trucs. On prenait une liste de 400 groupes et c'était email ou message à la chaîne. Donc vraiment, la technique, ça a été brute force. Ok. Et après, c'est la méthode qui s'applique aussi avec des gros clients. C'est-à-dire qu'après, des fois, j'avais envie de travailler avec des plus gros artistes ou des clients. Et en fait, t'envoies des messages. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si tu as beaucoup d'abonnés, très souvent, les meilleurs jobs que tu vas trouver, c'est parce que toi, tu as été chercher la personne. Ouais. Et ça, il y a peu d'artistes qui le comprennent. La plupart des gens pensent que les gens vont venir à toi, alors qu'en réalité, tu vas très souvent trouver des meilleurs jobs parce que tu es venu aux autres. Et donc, en fait, ça a toujours été ce refus de se dire, mais attends, lui, il a des bons clients, moi, j'ai pas.
eh ben, on va faire en sorte que ça arrive. Et s'il faut envoyer 400 emails, il y a 400 emails. Et si ça doit être 4000, ce sera 4000. Mais ça a toujours été invasif. Et parce que je vais le présenter comme ça, parce que c'était ma mentalité de l'époque. Je considérais qu'on n'avait pas de chance avec l'algorithme. Tu sais, je voyais des mecs des fois poster des trucs sur YouTube, ça prend tout de suite, et tu te dis, mais comment ça se fait que ça lui arrive à lui et pas à nous? Et des fois, on postait des centaines de contenus et ça marchait pas. Du coup, c'est frustrant, mais du coup, c'est cette frustration qui a donné la hargne de continuer à pousser les choses. Ouais. Et après, avec le nom, la maturité, parce que là, je te parle d'époque, je te dis, le premier clip que j'ai fait, je crois que j'avais 14 ans. Et je me suis lancé dans le business. J'ai ouvert mon statut freelance à 18 ans. J'ai voulu travailler tout de suite. Et du coup, ça a toujours été très tôt, mais t'étais vachement immature, tu vois. Aujourd'hui, il y a un petit peu d'intelligence sociale. C'est-à-dire que les derniers clients que j'ai eus, c'était beaucoup plus intelligent. Je vais contacter une agence que j'aime bien. On discute, on se fait un call, on envoie un message typique, on va discuter des synergies, tu vois, c'est beaucoup plus soft dans l'approche. Maintenant, on va dire après, à un moment, il n'y avait plus besoin de la brute force, parce que quand tu as le nom et le folio, tu peux faire les choses de manière beaucoup plus conversationnelle. Parce que les gens peuvent vérifier ce que tu fais, tu as déjà eu un gros client, et un gros client amène le trust, et après, c'est beaucoup plus facile. Ouais, clairement. Et justement, tu as répondu à une de mes questions, c'est un peu d'où te vient cette hargne, cette volonté, ce truc. Mais du coup, il y a un autre sujet que je voulais aborder, c'est, tu parlais avant de Robin et de Metal Legend. Mm-hmm. Et donc Robin, on est assez proches, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et il m'a toujours dit deux choses à ton égard. Il m'a parlé de ton côté artistique, talent, designer, mais il m'a parlé aussi de ta capacité justement à fédérer une communauté, une audience. Je sais que tu étais très engagé dans la communauté Metal Legend, tu l'es encore. Et justement, la question, c'est, alors qu'aujourd'hui on est dans l'ère de l'attention, où la plupart des gens ont compris que développer un personal branding, un corporate branding, bref, développer une communauté autour de soi, d'un projet, d'une entité, quelle qu'elle soit, c'est capital pour pouvoir percer, pour pouvoir durer, pour pouvoir diminuer aussi son budget publicitaire ou n'importe quoi, tu vois. Mais la plupart des gens ne comprennent pas et ne savent pas comment faire. Et toi, tu l'as fait à plusieurs reprises, plusieurs fois d'affilée et plusieurs fois avec succès. C'est quoi la sauce secrète de Maxime pour créer une communauté qui est engagée, qui est qualifiée et qui derrière va aussi, je ne vais pas dire acheter, mais en tout cas, voilà, être présente et supporter le projet quel qu'il soit, tu vois, que ce soit sur ta page de design, que ce soit sur Metal Legend ou que ce soit sur d'autres choses que tu as pu créer, que tu crées, où justement souvent tu es sollicité sur ces axes. Déjà, je pense qu'il y avait ce côté un petit peu inné, parce qu'à l'époque des skyblogs et tout ça, je me souviens en 6e, je crois qu'il a été supprimé ce blog, mais j'étais un grand fan de musique métal, et j'avais créé un blog qui s'appelait Les Glandeurs et ceux qui aiment le métal. Et en fait, j'aimais déjà partager des trucs que je découvrais sur Internet. J'ai découvert South Park sur Internet, j'ai adoré. Pour moi, c'était incroyable. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi ça passe pas à la télévision? Enfin, je suis tombé assez tôt dans la découverte d'Internet. Et pareil, quand j'ai découvert des artistes comme Slipknot ou Marilyn Manson, tu te dis, mais attends, ce truc-là, c'est sur Internet, mais ça passe pas à la télé. Donc je pense que j'ai eu une espèce de fascination pour ce que tu pouvais trouver sur Internet, qui était un petit peu borderline et que tu ne trouvais pas à la télé. J'ai eu une espèce de fascination pour ça. Et du coup, j'avais créé ce blog. Et assez rapidement, je me souviens que j'avais été chercher deux autres potes, Arnaud et Louis. Et en fait, je leur avais proposé d'être contributeurs sur le blog. Parce que je me suis dit, en fait, ça va proposer encore plus de trucs. Donc, je ne saurais pas mettre le mot ou me souvenir de pourquoi il y avait déjà cette capacité en 6e, mais je sais que c'est déjà un truc que j'avais fait. Et après, c'est pareil dans le design, il y a eu les tutoriels, il y a eu des groupes Facebook, et je pense que ce qui a toujours marché sur les communautés, c'est le côté vrai. Il y a des moments, et en plus, le pire, c'est que c'était par flemme, il y a des moments, comme on uploadait beaucoup de vidéos sur YouTube, où je me disais, pas d'édit.
même pas d'After Effects, même pas de montage, des trucs comme ça. Je lançais le logiciel de capture, j'enregistrais ma vidéo de tutoriel 3D. S'il y avait une erreur, j'éditais même pas. Et puis après, j'envoyais. Et en fait, ça a créé une espèce de sympathie. Parce que la plupart des gens font très attention à leur contenu et ont toujours été, on va dire, à l'ère des vidéos hyper montées. Et du coup, c'est là où il y a des gens des fois qui réalisent qu'il y a des personnages qui pensaient être d'une certaine manière qu'ils ne le sont pas. Tu prends par exemple Antoine Daniel, tu as beaucoup de gens qui pensaient qu'il était dans la vraie vie comme dans ses vidéos. Puis après, des fois, ils ont été un petit peu déçus. Moi, il n'y avait pas forcément de masque en fait, c'était vraiment le Maxime qui était en train de faire quelque chose. Et je pense que ça a beaucoup fédéré parce que ça allait un petit peu à l'encontre de ce qui se voyait sur d'autres vidéos. Des fois, si je disais un gros mot, je disais un gros mot. Si j'avais une blague qui me venait en tête, je disais une blague. Des fois, c'était même un petit peu borderline. Et je pense que c'est ça qui a séduit, qui a aidé à fédérer, parce que ça a créé de la proximité. Et cette proximité, c'était une réelle proximité. C'est-à-dire que j'ai toujours passé du temps à répondre aux gens et à pas vraiment de mettre de filtre. Et même sur la communauté Meta Legends, il y a des moments où j'ai pas mis de filtre. Alors c'est toujours dit, bien évidemment, en choisissant les mots. Il faut pas blesser la personne. Il faut apprendre à critiquer les idées et pas la personne. Tu as quand même un travail à faire. Mais je suis toujours resté proche des gens, même sur Internet. Et quand il y a quelqu'un qui avait une critique, j'ai toujours été, on va dire, me défendre ou défendre l'idée. Et au final, ça amène une forme de respect. Parce qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui restent très distants. Et au final, ils ont l'air d'être un petit peu inaccessibles ou inhumains. Et je pense que même aujourd'hui, si tu sondais des gens de la communauté de la motion designers, je pense qu'ils se sentiraient plus proches avec moi qu'avec beaucoup d'autres personnes. Parce que j'ai toujours pris le temps de répondre aux DM, pris le temps d'enregistrer des vidéos, des fois faire des vocales même à des gens que je ne connaissais pas. Et ça a vraiment aidé à créer la proximité. Et du coup, ça amène, je pense, un côté parfois plus respectable. Et dans la communauté Meta Legends, des fois, on a eu des personnes qui étaient en colère ou qui allaient faire de la FUD. Tu peux expliquer la FUD pour ceux qui nous écoutent ? En gros, la FUD, c'est un phénomène, c'est un mot qu'on a utilisé surtout sur les projets crypto et NFT. C'est quand les gens vont, on va dire, clasher le projet, soit dans l'objectif de casser le projet, soit des fois c'est des manipulations, c'est pour casser le projet, pour racheter plus bas, mais très souvent c'est, on va dire, des messages agressifs ou des messages qui vont te descendre, et très souvent ça crée un effet collectif. C'est un peu comme du troll, mais avec vraiment l'objectif d'impacter la valeur. Le troll, des fois, ça peut juste être humoristique, ça peut être piquant, mais c'est pas, y a pas de blessure derrière. La FUD, le but, c'est de tuer. Le but de la FUD, c'est de voir la valeur descendre. Et il y a des moments où, en fait, il y a plein de gens qui tu vois, dans la manière dont ils géraient ça, ils étaient très corporate. Et moi, des fois, j'allais juste répondre à la FUD directement en disant « Non, mais toi, t'es pas légitime pour faire ça » ou « Bah ouais, si t'es pas content, lance ton projet ». Et il y a plein de gens des fois qui se disaient bah tiens, peut-être que je suis pas professionnel, mais au final c'est ce qui a fédéré encore plus que des gens qui auraient fait des communiqués de presse bien écrits, pour une raison très simple, c'est la passion. C'est-à-dire que dans les communautés que j'ai créées, que ce soit le blog à l'époque du collège, la communauté de design ou les NFT, je pense que les gens ont toujours senti que j'étais un passionné et que je me laisserais pas faire sur la défense des idées. Je pouvais accepter la critique, mais que j'allais pas laisser quelqu'un, on va dire, propager une idée que je ne pensais pas vraie. Ouais. Ce qui ressort le plus de ton discours, effectivement, c'est l'authenticité finalement. Et c'est souvent quelque chose qu'on retrouve, quel que soit le domaine, et les gens ont besoin de plus en plus de vrai pour avoir une connexion émotionnelle avec les gens. Ça s'explique assez simplement parce que le problème d'Internet, et même là ce qu'on est en train de faire, c'est un exercice qui est difficile parce que tout ce qu'on va dire, ça va être enregistré,
ça va pouvoir être visionné, ça va pouvoir être analysé, ça va pouvoir être jugé. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir me regarder, il va pouvoir regarder mon langage corporel, il va pouvoir regarder, je sais pas, la dilatation de ma pupille, il va pouvoir regarder mes mots. Tu penses qu'ils vont aller aussi loin que ça ? Je veux dire, les gens peuvent le faire. Oui, bien sûr. Et du coup, le fait que ce soit une possibilité, ça tue un petit peu la sincérité. Ouais. Et aujourd'hui, je pense que la plupart du contenu est trop travaillé parce que les gens ont peur du backlash. Les gens ont peur de se dire bah tiens, lui il a dit un gros mot, tu sais, je vais le prendre, je vais l'encadrer, je vais le cancel. Encore plus, je me permets de faire une petite parenthèse, excuse-moi, mais encore plus dans l'ère où justement il y a les shorts, il y a les reels. Tu vois, parce que faire une interview de 2 heures, comme on les fait en format long, qui permet à chaque individu d'exprimer ce qu'il a envie de penser, d'argumenter, de poser un cadre, de donner un contexte, c'est une chose. Et là, on peut difficilement dire « t'as déformé mes propos ». En 2 heures, t'as le temps d'expliquer les choses telles que tu le désires. Par contre, prendre 1, 2 ou 3 phrases très spécifiques, en faire un découpage, les mettre en seulement 10 secondes, 30 secondes, 40 secondes, avec un montage spécifique qui fait ressortir des émotions et le dénuer de tout contexte et de tout cadre, ça tue parfois certaines personnes. Hein. En fait, je pense que c'est même encore plus fondamental que ça. Ouais. Parce que ça, on va dire, c'est un vice. En fait, je pense que le problème, c'est la conversation et c'est le fait qu'on apprend en faisant des erreurs. On apprend parce que tu vas te tromper sur quelque chose et moi, je vais pouvoir te corriger. Ou je vais me tromper, tu vas pouvoir me corriger. Et on a besoin de se tromper, on a besoin des fois de dire de la merde dans une conversation. Des fois, on a besoin d'oublier quelque chose. Par exemple, je sais pas, ton père, il se trompe sur une date d'anniversaire. Eh ben, ça peut arriver, tu peux juste le corriger. Alors que là, ce que tu dis, c'est un peu horrible. On va se dire, ah tiens, il se souvient pas de l'anniversaire. Et je pense que, pour moi, le problème est fondamental, c'est qu'on a oublié que on apprend en se trompant et que la conversation, c'est aussi l'occasion de dire des bêtises. Et c'est quand on dit des bêtises qu'on donne aussi à l'autre l'opportunité d'être corrigé. Et en fait, on est un peu dans l'ère où on attend à ce que les gens disent tout de manière parfaite. Et quand il dit un truc imparfait, au lieu de le corriger, au lieu de dire bah tiens, il a dit un truc qui me semble pas vrai, ou d'avoir un petit peu de candeur, non seulement c'est sorti de son contexte, mais en plus c'est c'est presque anti-progrès. Parce que quand il pense idéologiquement, ce serait bien plus efficace, quelqu'un qui dit de la merde, d'aller lui expliquer pourquoi il a dit de la merde, que juste de le clasher sur le fait qu'il a dit quelque chose qui est mauvais. Donc je pense que pour moi, c'est même plus grave que ce que tu dis, qui est finalement la manipulation des mots, c'est qu'on perd la conversation et on perd la légèreté et le droit de se tromper ou d'oublier, qui donne à l'autre en fait la possibilité de te permettre de progresser. Ouais, complètement d'accord. C'est super intéressant ce point-là, et j'ai un autre sujet. On passe un peu du coq à l'âne, mais on reste dans le cadre des NFT et du design. C'est justement la hype sur les NFT. Ouais. Tu en parlais tout à l'heure du fait que tu as certaines images, œuvres d'art, art numérique, digital, assets, appelons ça comme on veut finalement. Mais en gros, ces tokens non fongibles qui ont pu pour certains s'échanger à des centaines de milliers de dollars, des millions de dollars pour certains, ou même juste 5 000 $, une petite photo, alors que tu en as 12 000 dans une collection potentiellement, ou 5 000, 6 000, 7 000, peu importe. Selon toi, alors qu'aujourd'hui, justement, pour donner du cadre, au moment où on enregistre cet épisode, on est le 23 mai 2023, donc il s'est passé quand même du temps depuis la hype des NFT. Ce qu'on a pu constater avec ce temps, c'est que 99% des volumes ont disparu et que la plupart des projets, voire la quasi-intégralité des projets, je pense qu'on peut les compter sur les doigts d'une main, ceux qui n'ont pas été aussi impactés que ce que je vais évoquer, ont perdu entre 80 et 95% de leur valeur, si ce n'est plus pour certains. Selon toi, plus en tant qu'artiste d'une part, mais aussi en tant qu'acteur de ce marché, qui est encore présent dans ce marché du Web3 et qui fait aussi du consulting, l'entrepreneuriat dans ce marché au quotidien au moment où on se parle, c'est lié à quoi ? Je pense que, et c'est bien parce qu'on va en revenir aux fondamentaux de la crypto, je pense que la crypto et les NFT et la DeFi, ça a marché
Parce qu'il y a tous les éléments nécessaires pour que ce soit une révolution. C'est-à-dire qu'il y a une idéologie, des gens qui soutiennent et des acteurs puissants qui sont dedans. Et pour moi, tu peux pas avoir autant de volume si l'idée de base n'est pas bonne. Alors évidemment, il y a eu plein de dérives, mais c'est un peu comme Internet. Pour moi, la crypto, c'est un outil qui peut vraiment changer la manière dont le monde va fonctionner. Ça amène une idéologie nouvelle. Le Bitcoin, ça a été créé, on va dire, un petit peu en réponse à la crise de 2008. Et c'est une manière d'amener un petit peu... l'idée, c'était une monnaie peer-to-peer qui soit pas, on va dire, susceptible de perdre de la valeur comme le dollar qui a perdu son peg. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le dollar, il est baqué sur rien du tout, alors que à une époque, c'était au moins, il y avait des réserves d'or en face. L'idée du Bitcoin, et ensuite de la crypto-monnaie en général, est révolutionnaire. Et je pense qu'on a eu des gros mouvements parce que les gens ont compris ça. Les gens se sont emballés après. Il y a eu, on va dire, de la spéculation à un niveau incroyable. Mais je pense que l'idée reste révolutionnaire. Et les NFT, tu mets en lumière tous ceux qui n'ont pas marché. Je ne sais pas si tu as vu, je crois que c'est il y a quelques jours, il y a eu un Fidenza. Du coup, c'est de l'art génératif qui est fait par un artiste qui s'appelle Tyler Hobbs, qui a été vendu chez Sotheby's pour 1 million. Et en fait, je pense qu'on arrive dans ce qui s'appelle la consolidation du marché. C'est-à-dire qu'il y a 99% des projets qui vont mourir, mais il y a des projets qui sont en train de survivre. Il y a des projets qui sont arrivés chez Christie's, qui sont arrivés chez Sotheby's. Il y a les Bored Ape lors d'un événement privé qui sont retrouvés au Louvre. Il y a un CryptoPunk et un Autoglyph qui se sont retrouvés au centre Pompidou. Et ça, en fait, c'est la preuve que la révolution est là, puisque elle est reconnue par des acteurs. Et en fait, le reste, c'était un peu de la spéculation, parce que la technologie et l'idée derrière est tellement incroyable que les gens ont adopté ça. Et ce que ça a amené les NFT, en fait, c'est un peu lié au luxe. Ça a ramené en fait un sentiment d'expérience, de communauté, d'exclusivité, de fini. Ça a permis d'ajouter un peu du fini dans l'infini. Et c'est ça qui a plu aux gens. Ça a aussi libéré. En fait, il y a eu deux mouvements en même temps. Il y a eu les NFT, mais les NFT, c'était corrélé à la reconnaissance de l'art digital en tant qu'art. Moi, j'en ai beaucoup parlé avec des potes qui m'ont dit... en fait, il y a quelques années, si tu faisais de l'art sur une feuille, t'allais être considéré, mais si tu faisais sur Photoshop, les gens allaient te dire « Ah, mais il n'y a pas de grain, il n'y a pas de texture, il n'y a pas d'émotion. » Et là, les NFT, ça a amené avec la vente de Beeple le fait que, non, mais en fait, le digital, c'est qu'un médium et l'art est là. Donc, en fait, ça a été poussé par plein de gens qui ont aussi dit « voilà, c'est aussi notre moment. » On est aussi des artistes, on n'est pas que des prestataires, et il faut arrêter cette distinction entre le médium finalement physique et digital. Et c'est pour ça que le mouvement a été gros. Et moi, les racines, en fait, c'est même pas j'y crois encore, j'en suis convaincu. Les NFT, pour moi, c'est évident. C'est-à-dire que ça fait sens et ça amène énormément de choses pour les artistes, pour les communautés. Et en fait, ça permet de lier le monde de l'art digital au monde de l'art traditionnel, et ça permet aussi à des gens de pouvoir avoir accès à quelque chose d'exclusif, surtout dans une génération où les gens vont préférer de plus en plus posséder dans le monde digital que dans le monde réel. Je pense que pour les jeunes générations, ils vont peut-être préférer avoir un Metal Legends ou un CryptoPunk plutôt que d'avoir une Patek. Et pas que pour l'aspect conservation de valeur. Tu as des gens qui investissent dans les mondes de manière très pragmatique. Ils n'aiment pas forcément, ils se renseignent juste pour avoir quelque chose qui va conserver de la valeur, va être un petit peu liquide. Et dans les NFT, je pense qu'il y a des moments, il y a des jeunes qui vont préférer faire le choix d'acheter du Bitcoin plutôt que du real estate. Qui vont préférer de posséder un Bored Ape parce que le Bored Ape, ils peuvent le montrer sur Twitter. Alors que la Patek, ils vont la cacher dans un petit coffre, ils vont peut-être la montrer à un pote et puis ils vont être anxieux. Et je pense qu'on va arriver vers une transition de plus en plus comme ça, qui fait sens parce qu'il y a déjà des validations dans le marché. Quand tu regardes Fortnite, ce qu'ils vendent en termes de skins, ça fonctionne très bien. Quand tu regardes des jeux comme Far Cry, tu peux presque redépenser le prix du jeu dans de la customisation. Donc pour moi, il y a la révolution est là.
Et je pense juste qu'il y a eu une bulle spéculative parce que tout le monde a sincèrement cru en la technologie. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui ont des désillusions, mais je pense juste que c'est une question d'équilibre rationnel et émotionnel. Je pense juste qu'il y a des gens qui ont trop cru, ils ont mis trop d'espoir, du coup c'est passé sur des prix trop élevés, ils ont pensé que ça allait jamais s'arrêter. Et là en fait il y a une correction qui est saine du marché où on revient à des valeurs qui sont un petit peu plus justes, c'est-à-dire la valeur, le prix pour lesquels les gens sont prêts à payer. Et je pense que c'est quelque chose qui va rester et qui est historique. Ouais, c'est intéressant. Tu parles par exemple du Louvre, tu vois, moi je suis allé au Louvre à Abu Dhabi le week-end dernier. Je suis en train de m'imaginer, quand tu disais ça, je m'imaginais genre visiter le Louvre dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Du coup, selon toi, tu penses qu'il y aura une salle avec justement quelques NFT qui seront exposés ici, avec, je sais pas, un QR code, un truc. C'est déjà le cas. À Pompidou, il y a déjà un CryptoPunk et un autoglyphe. C'est dingue. Et au Louvre de Paris, sous la cloche, sous la pyramide, il y a eu 10 Bored Ape. Alors c'était temporaire, mais il y a eu 10 Bored Ape affichés. Donc en fait, ce que tu me dis, c'est même pas dans 5 ou 10 ans, c'est réel, là. C'est maintenant. C'est ça. Ouais. Et justement, qu'est-ce que tu penses de la distinction ? Est-ce que tu penses que les NFT plus d'utilité ont davantage d'avenir que les NFT plus, on va dire, d'art, de possession ? Je ne sais pas quel terme le plus approprié à utiliser. Et quelles sont les différences pour celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être, grâce à ce podcast, découvrent ce monde-là de l'art en général, des NFT en particulier, de façon à ce qu'ils aient le contexte et qu'ils comprennent aussi que ce n'est pas juste des images qui valent un prix qu'on peut leur donner ou qui peut leur être attribué selon une hype et selon des choses irrationnelles ou rationnelles, peu importe comment on voit la chose, mais qui a aussi derrière une utilité. Et c'est quoi le distinguo entre les deux ? Alors là, on pourrait parler pendant des heures, parce que ça revient un petit peu sur les fondamentaux de la blockchain. Ouais. Un NFT, ça a été vulgarisé dans les médias par le fait qu'il y ait une image en face et que ça coûte cher. Tu as des NFT qui peuvent coûter 0. En fait, c'est juste une inscription sur la blockchain. Et dans les NFT, tu as plusieurs types de NFT. Tu as un NFT où ça peut juste être des metadatas. Tu as des NFT où ça peut être une image. Tu as des NFT où ça peut être, on va dire, une clé qui va débloquer des choses. Et en fait, il faut vraiment voir ça comme Internet. C'est une technologie et tu peux faire plein de trucs avec. Ouais. Et le NFT, il faut le voir comme un certificat. Il faut le voir comme une inscription sur la blockchain à laquelle tu peux lier des choses. Tu peux lier par exemple la possession d'une maison. Tu pourrais même lier ton ID. Tu pourrais lier un document. Tu pourrais lier une image. Tu pourrais lier un membership qui te permette de débloquer quelque chose dans une application. Donc en fait, je pense que des fois, il faut se réintéresser un petit peu à la blockchain et voir ça d'un point de vue technologique. En fait, très souvent, il y a des gens qui vont dire « Ah, mais la crypto-monnaie, c'est trop volatile. Ou la crypto, est-ce que c'est un casino ou est-ce que c'est de l'investissement ?» En fait, c'est juste plus large que ça. C'est une technologie. Quand tu regardes tous les types de currency que tu vas trouver, tu vas avoir des monnaies inflationnaires, des monnaies déflationnaires, tu vas avoir des stablecoins, tu vas avoir des monnaies qui sont sur de l'or tokenisé. Et même maintenant, et à Dubaï, ils sont très en avance là-dessus. Tu as Damac, je crois, qui lance le real estate tokenisé. Donc en fait, c'est juste un certificat sur la blockchain et derrière, les applications sont multiples. Et c'est pour ça que ça mérite vraiment de s'y intéresser, de comprendre comment ça peut changer le monde, comment ça peut améliorer des choses. Parce qu'en ce moment, il y a un enjeu, et ça, j'en parlerai en fin de vidéo parce que c'est un projet sur lequel je travaille. Il y a un enjeu qui doit être résolu, c'est-à-dire que la blockchain, c'est en même temps une technologie, si tu respectes l'idéologie de base, qui peut libérer un petit peu l'humain, mais si c'est mal employé, ça peut devenir quelque chose de dystopique. Parce que le principe de la blockchain, par exemple, si tu prends Bitcoin, tu as une adresse publique qui est anonyme où on peut voir tous les échanges. Par exemple, moi, si je te donne un Bitcoin et que tu vas en donner au technicien et qu'il me le rend, on peut voir que les adresses ont échangé entre elles. Mais on ne sait pas forcément qui est derrière. Donc ça permet, si quelqu'un triche, si quelqu'un fait quelque chose de borderline ou s'il y a une application qui est un petit peu louche,
de flaguer l'adresse et de comprendre que cette adresse, elle a fait quelque chose qui n'est pas normal. Mais il y a une protection de l'individu qui est quand même importante parce que, en tant qu'individu, le côté privé, c'est ce qui nous permet des fois de faire des choix plus éclairés. La preuve, quand tu vas voter, tu vois, c'est privé, ton vote. Et dans une société où on cherche à avoir trop de data, finalement, ce qui définit tes pensées, ça peut aussi être les livres que tu achètes, les choses que tu collectionnes, ou par exemple ton registre médical. La blockchain, ça peut t'aider autant à sécuriser des informations et que ça ne se perde pas et que tu puisses le transmettre à tes enfants de manière sécurisée et que personne d'autre puisse y avoir accès, que créer quelque chose de dystopique où finalement on va pouvoir traquer tout le monde. Et en fait, il est là l'enjeu. Et cette année, on a vu passer énormément de choses. C'était assez incroyable. Tu prends les scandales comme FTX, finalement, qui était un exchange, donc un petit peu comme une banque, si on vulgarise, un endroit où tu mets tes cryptos, qui s'est complètement effondré. On a vu des projets comme Luna, où il y avait même un stablecoin, donc c'est une monnaie qui est censée rester stable, qui s'est effondrée. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus qui est horrible. Ça me fait un petit peu rire, mais c'est mon côté cynique. J'ai un ancien élève à moi qui n'a jamais gagné énormément d'argent, qui avait lancé son projet NFT, qui avait lancé ça sur Luna. Ça avait créé pour lui de la life-changing money. Vraiment. C'était une somme à 6 chiffres. Et c'est un gars, tu vois, qui gagnait quelques milliers par mois. Et bah après, Luna s'est effondré. Il a tout perdu. Et en plus, il y avait un stablecoin. C'est-à-dire que soit tu gardais en Luna, soit tu mettais justement je sais plus ce que c'était l'USD. C'était du... je sais plus ce que c'était, mais Terra Luna, non, c'était du... Ouais, t'avais le coin de Terra Luna et t'avais aussi un stablecoin algorithmique qui te permettait justement de toujours rester vers une valeur proche du dollar. Et tu te dis, c'est horrible. Il a gagné de l'argent, il a essayé de sécuriser son argent en le mettant sur quelque chose qui est réputé stable, les stablecoins. Je crois que c'était UST. Ouais, c'est ça, UST. Et en fait, l'UST s'est pété la gueule. Et lui, il n'y a pas cru. Il s'est dit, oh, ça dépègue, ça va remonter. Et il a tout perdu. Et ça, c'est des anecdotes quand même, c'est bouleversant. Ouais. C'est bouleversant. Et donc, ouais, on a eu Terra, on a eu énormément de fonds qui se sont effondrés, on a eu FTX. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux à résoudre pour éviter de tomber justement dans ce monde un petit peu dystopique où finalement la blockchain ne viendrait pas protéger, on va dire, les citoyens, mais viendrait pour les traquer. Ouais, je vois. Et il y a des scandales en ce moment justement avec Ledger, je ne sais pas si tu as suivi, ils ont annoncé qu'ils allaient utiliser ça s'appelle un shard, et ça te permet de découper ta clé privée en plusieurs parties. Donc admettons 3 parties pour Ledger. Ils vont le donner à une société privée, une autre société privée et à toi. Et pour pouvoir récupérer tes sous, il faut au moins qu'il y ait 2 des 3 shards. Dans leur idée, ils ont présenté ça comme quelque chose qui allait aider vers l'adoption. Et en fait, il y a un problème avec ça. C'est que s'il y a, on va dire, une ordonnance de justice, eh ben, la justice peut saisir tes clés privées. Alors que toute l'idée derrière Ledger, c'est ce qui s'appelle le self-custody. C'est le fait que tu possèdes tes clés privées et que personne ne peut y toucher. Et nous, en tant qu'Européens, un Européen, il ne va pas avoir le problème. Il va dire, bon, bah, voilà, si tu n'es pas un terroriste ou si tu ne fais pas un truc grave, en fait, tu n'as pas à t'inquiéter. Mais l'idée de base de la crypto, c'est vraiment ne fais confiance à personne. C'est your keys, your coin, don't trust, verify. Et nous, on a de la chance, tu vois, dans les pays dans lesquels on est. Mais si tu prends d'autres pays, comme par exemple l'Iran, on a des histoires de gens qui avaient des vies normales et puis qui se sont fait saisir leurs assets. Donc, ouais, Ledger, bon, si t'es français, suisse, ouais, ok, peut-être que t'as pas à t'inquiéter avec cette feature. Mais qu'est-ce qui se passe dans des pays, justement, du tiers-monde ou dans des pays, justement, où il y a un petit peu plus d'instabilité et où il pourrait y avoir justement un pouvoir centralisé qui ordonne à Ledger de finalement donner ses clés. Et c'est ça le risque, et c'est là où les enjeux de la crypto-monnaie
de la blockchain en général, ça touche aussi les NFT, ça va toucher tout ce qui va se faire sur la blockchain, sont complexes. C'est qu'en même temps, tu dois responsabiliser les gens, tu dois les protéger, mais l'idée de base, c'est de ne pas faire confiance, de vérifier. Et c'est pour ça que je pense que si on veut mieux avancer, il faut avoir des choses qui sont open source, ce qui permet justement à des communautés de pouvoir vérifier et approuver quelque chose. Et je pense que l'open source va avoir un enjeu majeur, et le self-custody aussi, le fait de pouvoir posséder ses assets. Quand tu parles d'open source, tu parles par exemple de vrais DAO ou des choses comme ça, ou autre chose encore? Open source dans le sens où le code est public et peut être vérifié, audité par n'importe qui. Je vois, ouais. Tu parlais d'un projet qui viendrait potentiellement solutionner ça. Parlons-en peut-être maintenant. Ouais. Dans le sens où, ça se trouve, même moi je vais le découvrir. Tu m'en as peut-être pas parlé encore. Intéressant. Et parce qu'après, on va parler d'IA notamment. On va parler de différentes choses encore. Du coup, qu'est-ce que tu prévois? Alors du coup, comme tu le sais, la plupart de mon temps est passé sur Metalegends. On n'en a pas beaucoup parlé, mais je pense que le projet est assez bien expliqué. Ouais. Et Robin avait fait aussi une interview sur la chaîne, sur le déclic. Un des tout premiers déclics d'ailleurs de l'émission. Je conseille à tout le monde de regarder cette vidéo. Je vais pas faire de la redite sur ce qu'a dit Robin, mais l'histoire de Metalegends, elle est digne d'une série Netflix. On mettra une fiche, on mettra d'ailleurs un lien sur tes réseaux sociaux, mais on mettra une fiche en dessus. Si vous regardez sur YouTube, il y aura la fiche. Si vous regardez sur les autres plateformes, revenez au début des émissions. Regardez de temps en temps d'autres émissions. Mettez aussi les 5 étoiles sur Apple Podcast, sur les plateformes de streaming préférées. C'est important pour le podcast. Mais ouais. J'en ai pas parlé, mais si tu m'avais laissé choisir le sujet et que Robin n'avait pas fait le déclic, je pense qu'on aurait parlé pendant 2 heures de Metalegends. Tellement l'histoire, elle est incroyable, mais tellement c'est... Enfin, voilà, regardez l'autre podcast de Robin. Et du coup, via Metalegends, ça a été un projet qui m'a permis justement de passer en tant que, on va dire, que directeur de studio, vendeur de prestations de services. Et formateur, tu étais formateur. Et formateur aussi. Ouais. Que ce soit dans les écoles comme en ligne. Voilà, j'ai des formations en ligne, plus je donne des cours en école. Ouais. Ça m'a permis de plus de venir justement passer du côté entrepreneuriat et de rencontrer des gens justement qui étaient acteurs de la blockchain. Et en fait, ça te fait rencontrer des gens incroyables. Via Metalegends, on a connecté avec des sociétés de la Silicon Valley, les gens justement chez Anchor. Donc pas Anchor Protocol, qui était le truc de Luna, mais ANKR. Il y a Robin, je crois la semaine dernière, il a eu un appel avec Eric Larchevêque, qui justement est l'un des cofondateurs de Ledger. Et en fait, ça ouvre des opportunités et des connexions juste incroyables. Et hier, justement, j'avais un call avec le gars, je crois qu'il a le 2e ou 3e token le plus swappé sur Uniswap. Ça représente des centaines de millions. Et tu vois, ça a vraiment ouvert un monde ultra challengeant, plein de difficultés. Et si tu es passionné, si vraiment tu crois, comme moi, dans les NFT, dans la blockchain, tu as envie d'amener ta pierre à l'édifice. Et du coup, il y a un projet sur lequel je travaille. Donc, bien évidemment, avec d'autres personnes. Moi, ma partie, elle est plus sur cofondateur et brand director. Donc, la personne qui va aider à travailler justement un petit peu l'image, la marque, l'aspect luxe et la communauté qui aura autour de ce produit. On se lance le challenge de travailler sur un hardware wallet luxueux. En fait, ce sera le premier hardware wallet sur le segment luxe, c'est-à-dire plutôt, tu vois, comme le private banking, avec un aspect où tu peux avoir quelqu'un en service après-vente, une véritable personne et pas juste une FAQ ou un email. Et vraiment avoir un beau device avec des finitions Damascus Metal, or. Et justement, le challenge de ce produit, ça va être de construire quelque chose qui permette de résoudre plusieurs problèmes, qui soient des problèmes de sécurité, comme des problèmes on va dire de trust, de confiance. Parce qu'il y a encore beaucoup de problèmes. L'un des problèmes principaux, c'est le problème du flingue sur la tempe. Quand tu as un ledger, tu es responsable de ton argent. Et s'il y a quelqu'un qui arrive chez toi, qui te prend en otage, on va dire, tes gamins, et qui te dit, file-moi ta clé privée, bonne chance pour pas lui filer. Et donc, de par cette passion, de par l'utilisation au quotidien de la blockchain,
c'est là où tu réalises tous les problèmes qu'il peut y avoir. Et c'est là où, si tu es un vrai passionné, tu as aussi envie d'apporter ta pierre à l'édifice pour pouvoir les résoudre. Ouais, et je fais une petite parenthèse entrepreneuriale aussi, et c'est super intéressant ce que tu évoques ici, c'est que encore plus dans un nouveau marché, c'est à ce moment-là qu'on peut identifier des trous, des opportunités, des choses à combler. Exact. Pour en tirer profit et venir trouver des solutions, créer des choses, tu vois. Et pour être très précis, et c'est là où c'est intéressant, c'est que je pense que le produit est complètement atypique parce que je pense qu'il n'y a aucun cofondateur, tu vois, de projet de hardware wallet pour le moment qui est un artiste ou un designer. La plupart des gens se focalisent vraiment sur l'aspect technique, pas vraiment l'aspect marque. Ils se focalisent sur la nécessité et pas le désir. Ils vont se focaliser sur ouais, mais Ledger, ça coûte 100 balles, mais tu pourrais faire mieux pour 50 balles. Ils se focalisent vraiment sur l'aspect purement... features. C'est ça, purement features, purement utilitaire, purement geek. Et moi, j'ai vraiment envie de me focaliser vraiment sur le côté expérience. Et de protéger, on va dire, les fonds des gens qui ont, on va dire, plus de capital ou des entreprises sur la blockchain qui vont, on va dire, rencontrer des challenges différents que ceux du retail. Et je pense que c'est assez intéressant. Et pour revenir sur ce que tu as dit, ce projet, il a mis beaucoup de temps à germer, dans le sens où c'est pas un projet qui va rentrer en compétition avec Ledger ou Trezor. C'est même un projet qui peut devenir partenaire. Parce que l'idée, c'est que ce soit un produit de niche. Et en fait, pour moi, le marché, et tout mon respect va à Ledger, Trezor et les wallets qui consolident déjà le marché. Mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, tu ne peux plus concurrencer Ledger ou Trezor. Je pense qu'ils sont trop gros, ils vont continuer d'évoluer. Peut-être qu'ils ont fait des erreurs récemment, mais c'est ce qui te fait aussi grandir en tant qu'entreprise. Et l'idée, c'est vraiment de se placer sur le segment luxe. Ouais. Parce que le segment luxe, le segment private banking de la crypto n'existe pas encore. Et comme anecdote, alors il y a des banques privées. Déjà, elles vont pas faire de self-custody. Et les banques privées crypto, en fait, elles vont même garder ton argent sur un ledger. Et c'est là où tu vois le côté ridicule de la chose. C'est que tu as des gens qui vont payer des banques privées compatibles avec la crypto, qui vont prendre des fees monstrueux par mois pour qu'en fait... ce soit, on va dire, gardé sur un self-custody, mais juste, c'est pas toi qui le garde, c'est la banque. Donc je pense qu'il y a beaucoup de challenges à résoudre là-dessus. Et là, c'est des projets voilà, qui sont toujours d'envergure. Des projets comme MetaLegends ou ce projet-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on passe vraiment sur des équipes qui sont beaucoup plus grandes. MetaLegends, il y a les cofondateurs, il y a Robin et moi, mais aujourd'hui, il y a des studios qui travaillent derrière, il y a vraiment des grosses équipes et des grosses structures. Ouais. Et il ne faut pas non plus que les gens qui me regardent tombent dans le biais du surhomme et se disent bah, tiens, Maxime, il fait le hardware tout seul. Non, c'est des projets où tu as des équipes énormes, tu travailles avec plusieurs sociétés, tu as des associés spécialisés dans chaque domaine. Ça aussi, c'est important à comprendre. Et c'est là où je sais que j'ai trouvé ma voie, parce que quand j'avais le studio, j'avais pas envie de scaler. Et là, avec MetaLegends... T'es excité, t'as envie de scaler, ouais. Ouais, t'as envie que ça devienne... moi, j'ai envie que ça devienne l'un des projets top 10. J'ai envie que ça devienne la vision qu'on a eue. Et c'est pareil pour ce projet de Hardware Wallet. J'ai envie que ça devienne une référence. Et s'il faut travailler avec 200 personnes, j'aurais envie de travailler avec 200 personnes. Alors que quand je travaillais avec le studio, je voyais plus de problèmes. Et très souvent, il y avait une confirmation des problèmes quand j'ai essayé de scaler un peu. Il y avait plus d'argent, mais il y avait aussi plus de frustration, plus de problèmes. Et on l'a déjà expliqué, mais le problème de l'activité de prestation de service, c'est que très souvent, surtout dans le design, tu monétises ton temps. Et il y a peu de personnes qui peuvent te remplacer. Donc le modèle de scale est quasi impossible. Sinon, il faudrait trouver plein de personnes qui ont les mêmes talents, les mêmes compétences que toi. Et ben, souvent, les gens qui performent aussi vont créer leur propre studio. Donc, ouais. Excellent. Super intéressant. Ça sort quand ce projet ? Alors, tu pourras mettre le lien en description. Pour le moment, on est en étape de levée de fonds. On est en phase de prototype. Et je pense que c'est un projet qui, au moment où on enregistre cette vidéo, je pense que ça sort dans 2 ans. C'est des projets d'envergure, c'est vraiment un travail énorme. Et après, au moment où tu as ton prototype, il faut le faire vérifier par des pairs. Ouais. Mais c'est là que c'est intéressant, justement, c'est que c'est une autre dimension entrepreneuriale aussi pour celles et ceux qui nous écoutent. Et c'est super intéressant parce que tu démarres, t'es
guitariste dans un groupe et autres. Après, tu es freelance. Puis tu montes aux échelons, tu crées une équipe, tu crées un studio de production, tu bosses avec les plus grandes marques, tu crées un projet d'envergure, vous faites des chiffres énormes, on en a parlé déjà dans l'interview avec Robin, tu as bossé encore avec d'autres structures, puis maintenant tu mets en place des projets avec des équipes de 10, 15, 20, 30 personnes qui sont en phase de développement, qui lèvent des fonds et qui mettent peut-être 2 ans à sortir, tu vois. Et c'est là que c'est intéressant justement l'évolution du mindset aussi de l'entrepreneur et des différents déclics qu'on peut avoir dans une carrière et du coup tout simplement de l'ambition de chacun qui se matérialise avec justement des choses de plus en plus difficiles à accomplir et des enjeux de plus en plus importants. Un tout autre sujet que j'ai envie d'évoquer aussi, et je ne pouvais pas faire cet épisode sans évoquer ça, on en parlait encore tout à l'heure et souvent tu partages des choses comme ça sur tes réseaux sociaux. Alors moi je regarde surtout ton réseau privé, ton perso à toi, plus que les autres, mais c'est l'IA. Ouais. L'IA, c'est Grand absolument dingue, c'est un grand sujet. Alors, on va pas forcément parler de ChatGPT ici, parce qu'on peut en parler à tort, enfin en travers, en long, en large, dans tous les sens, et tout le monde en parle déjà. Mais plus l'IA dans le monde du design, dans le monde de la création, que ce soit de la vidéo, que ce soit de l'image, que ce soit peu importe. Quand tu vois certaines choses, hier encore, je voyais un truc qui était partagé par, je sais plus qui, par Oussama. Je regardais sa story. T'as quelqu'un qui arrive, il fait un schéma comme ça, tac, 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 il écrit un prompt. Et ça charge, et vraiment littéralement en 15 secondes, tu as un décor complet de film qui sort avec les ombres, les lumières, les lueurs, le soleil, le truc. Tu te dis c'est fou, puis tu avais un vaisseau spatial à côté, il écrit un autre prompt pour modifier le vaisseau. Tout se fait en automatique en seulement quelques secondes. C'est un des cas d'application, un des champs d'application, parce qu'il est très visuel, donc tout de suite les gens le partagent et le voient. Il y en a, j'imagine, tellement d'autres. Est-ce que tu peux justement, toi, en tant que artiste et acteur du marché du design, de la création depuis des années, qui en plus a une école, et donne des cours, a eu un studio et vit ça au quotidien, nous donner les insights de justement à quel point ça change l'industrie et à quel point ça impacte ou ça va impacter l'industrie concrètement. Les 2 plus grandes blessures qu'ont vécu les artistes, ça a été les NFT, qui a été un coup de fusil à pompe. Et là, la tête est tranchée par l'IA. C'est-à-dire qu'il y a la quasi-totalité des artistes sont plutôt pessimistes. Et je vais prendre aujourd'hui le risque de me placer un petit peu à contre-courant. Je sais que la quasi-totalité des artistes que j'ai dans mon réseau vont pas penser comme ça. Et on le voit d'ailleurs sur les publications motion designers, quand il y a quelque chose qui est partagé avec de l'IA. Il y a un nombre d'insultes qui est, tu vois, incroyable. Il y a vraiment une espèce d'effet de rejet. Sur ArtStation, il y avait le mouvement, tu vois, anti-AI et toutes les images avec de l'AI, elles étaient, on va dire, barrées. Tu vois, il y avait un symbole interdit dessus. Mon point de vue, il est un petit peu plus positif. Et je suis content, j'ai au moins un ami qui partage le même, qui s'appelle Yvan, qui aujourd'hui est directeur de production sur le jeu vidéo Play and Earn Heroes of Mavia, qui est un ami de longue date, qui avait travaillé avec moi justement sur la communauté. On a fait de la production ensemble, on voulait même monter un studio ensemble ou faire des projets NFT. Au final, le chemin se sont séparés. Mais pas du tout en de mauvais termes, hein. Il s'accomplit aujourd'hui dans son projet, je m'accomplis dans mes projets. Je pense qu'il y a plusieurs choses, et le facteur numéro 1, c'est la difficulté de vivre avec son temps et de comprendre le fait qu'il y a des choses qui sont éphémères. Et comme me disait Yvan, il me dit mais en fait quand tu réfléchis, faire du Photoshop il y a 40 ans ça n'existait pas, et quand tu mets en perspective, c'est peut-être des métiers qui sont apparus et qui peut-être, en partie, vont disparaître. Et il faut savoir vivre, il faut savoir profiter de ça. Et je pense qu'il y a un peu une hypocrisie chez les artistes, parce qu'il y en a beaucoup qui ont accepté des outils qu'utilisait l'IA. Je vais donner un exemple très concret pour les gens qui me regardent, qui sont dans l'art. Tu as un logiciel qui te permet de sortir des images 3D, donc ça s'appelle un moteur de rendu, qui s'appelle Octane Render. Octane Render, ça fait des années qu'il utilise l'intelligence artificielle pour cleaner les images, c'est-à-dire réduire le grain. Tout le monde a été OK d'utiliser l'IA pour réduire le grain.
ta quantité d'artistes qui faisaient de la vidéo qui était totalement OK d'utiliser du style transfer sur la vidéo. Ta quantité d'artistes qui ont été OK d'utiliser l'AI pour faire le processus de rétopologie. En fait, c'est quand tu réarranges les polygones pour créer un modèle optimisé pour un jeu vidéo ou pour un film. Il y a quantité d'artistes. Aujourd'hui, si tu leur disais, bon, l'IA, elle ne peut pas fabriquer des images, mais tu peux l'utiliser pour le dépliage UV, qui est le fait de découper les polygones, les mettre à plat pour pouvoir faire des textures. Ils seraient d'accord d'utiliser l'IA. Et c'est là où c'est un petit peu bizarre, c'est qu'il y a une adoption chez les artistes un petit peu égoïste, mais que je comprends. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Moi, j'ai la chance de ne pas souffrir aujourd'hui de ça. Aussi parce que j'ai pris la décision d'arrêter la prestation de service, d'arrêter de designer pour les autres et de vivre en vendant mon temps. Ça a été un choix, je pense, qui est tombé au bon moment. Mais en fait, il y a un truc où les artistes, s'il y a Unreal Engine qui te permet de sortir des images en temps réel et de charger un nombre illimité de polygones, vas-y, ok, trop bien la technologie. Mais s'il y a Midjourney qui te permet de sortir une image, pas ok. Déjà, je pense qu'il y a cette première confusion où il y a une espèce de tri où on veut se faire juge de ce qu'on veut adopter ou pas. Deuxièmement, il y a la peur d'être remplacé. Et il y en a beaucoup qui vont être remplacés. Même moi, je pense que je vais être remplacé. C'est pour ça aussi qu'il y a ce choix de changer et d'évoluer dans ma carrière, d'être plutôt, on va dire, entrepreneur Web3 et tech. Parce que c'est des domaines, au final, je m'intéresse à la blockchain depuis 2016. Je passe beaucoup de temps, je communique beaucoup, je rencontre beaucoup de personnes. Parce que j'ai aussi compris que j'allais probablement être remplacé. Mais dans l'absolu, je pense que l'art traditionnel, ou certaines formes d'art ne peuvent pas être remplacées par l'IA. Parce que l'IA, ce qu'elle fait, et c'est là où du coup les artistes vont peut-être se dire, tiens, il a un point de vue de connard, mais il a raison, tu vois. Ça va être, je pense, une énorme correction du marché, mais je pense que l'art va survivre, parce que l'art, c'est métaphysique. Dans le sens où l'IA, qu'est-ce que ça fait ? L'IA, ça prend quantité d'images qui existent, et à partir de plein d'images anciennes, ça crée du neuf. Et tu as des gens, peut-être sur Twitter, ils vont me dire « Ouais, mais quand tu fais un mood board et que tu crées, c'est ça. Ah, mais la manière dont ton cerveau est programmé, c'est ça. » Et moi, j'ai envie de croire que l'humain, il transcende ça. J'ai envie de croire qu'on est beaucoup plus puissant et beaucoup plus incompréhensible dans le processus créatif parce qu'il y a les émotions, parce qu'il y a même la manière dont ton corps réagit. Quand tu crées quelque chose, si tu as ton estomac qui se tord et tes intestins ou tu as des frissons, c'est un paramètre que tu peux pas mettre en input d'une IA. Tu peux pas mettre en input dans l'IA tiens, il a eu une matinée de merde et je sais pas, la couleur rouge, ça lui rappelle quelque chose qui l'a traumatisé. Et tu vois, les émotions, le gut feeling et peut-être même le côté métaphysique. Tu as des gens qui croient dans les réalités quantiques, les univers parallèles, il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas chez l'être humain qu'on ne peut pas réduire le processus créatif d'un être humain et le comparer au processus de l'IA. Peut-être l'output, tu peux dire, ok, en face je mets deux images, mais sur ce qui s'est passé, je pense que c'est incomparable et je pense que c'est pour ça que l'art humain, même si l'IA est capable de te sortir un film, même si l'IA elle est capable de te sortir un morceau, je pense qu'il y aura toujours une place pour aller voir des musiciens qui ont appris un instrument en vrai. Je pense qu'il y aura toujours une place pour voir un mec qui a fait une création sur Photoshop. Je pense qu'il y aura toujours une place pour aller voir quelqu'un qui a fait une sculpture et ça n'a pas été fait par un bras robotique. Parce qu'il y a ce côté émotion, il y a ce côté histoire, il y a ce côté métaphysique. Et l'art, on peut le résumer de manière très simple. C'est vraiment la valeur qu'on met dessus, elle est aussi liée à la connexion émotionnelle. C'est-à-dire que si je te montre un résultat super beau de Midjourney, et moi, Maxime, je design un truc spécial pour toi, peut-être qui est plus moche que ce truc Midjourney, ou par exemple ma fille, elle design un truc pour toi, tu le mets dans ton salon, et il y a quelqu'un qui essaye de te l'acheter, peut-être que le prix que tu mettras sur le truc que moi j'ai fait pour toi, peut-être qui est moche, sera beaucoup plus élevé pour que tu acceptes de le donner à quelqu'un d'autre que sur la création de l'IA. Et je pense que dans le milieu du luxe, je pense que ça va plutôt devenir un truc de luxe.
C'est comme aujourd'hui, tu peux fabriquer des t-shirts en chaîne, mais la haute couture existe toujours. Je pense qu'il faut quand même rester optimiste et apprécier l'humain pour ce qu'on est. Je pense que la poésie va toujours exister, la musique va toujours exister, l'art va toujours exister, parce qu'on saura faire la différence entre une émotion qui est liée à de l'art humain, et je pense qu'il y aura toujours des paramètres que l'IA ne pourra pas recréer. Ce que je te disais, c'est ce côté métaphysique. Toutes les choses qu'on comprend déjà pas, les émotions, je sais pas, peut-être ta pression sanguine, ça influence ce que tu es en train de designer. C'est pas quelque chose que tu peux rentrer dans Midjourney. Ouais, complètement. C'est hyper intéressant parce que du coup, dans la plupart des gens, je pense, qui nous écoutent, ce serait attendu à une réponse plus orientée vers des spécificités techniques, des choses comme ça. Mais finalement, c'est là que tu te rends compte à quel point, au travers de l'art, au travers de la création, c'est pas une question d'outils techniques. C'est pas une question du crayon que tu vas utiliser, c'est pas une question du logiciel que tu vas utiliser, c'est une question de la façon dont tu vas interpréter l'information et que tu vas transmettre ce que tu as envie de transmettre sur ta feuille, sur ton écran, sur ton truc. Et ouais, et même finalement, tu vois, dans l'IA en tant que tel, peut-être que je vais loin dans la réflexion, mais ne serait-ce que le moment où tu fais ton prompt selon comment tu le fais et selon ce que tu valides qui est OK pour toi en termes de rendu par rapport à ce que tu as fourni l'IA, qui est propre à toi et ton interprétation personnelle, c'est aussi une forme de contribution. Et tu vois, au même titre que tu disais, il y a 40 ans, Photoshop, ça n'existait pas. Quand Photoshop est arrivé et que les graphistes faisaient autre chose que Photoshop, ils ont certainement réagi d'une certaine façon, de la même façon que certains réagissent avec l'IA ou même avec d'autres choses, quoi. Et c'est tout le temps cette notion de... Je pense qu'il faut rester un petit peu curieux, enthousiaste. Justement, c'est mon pote Yvan qui me disait, et lui il est trop enthousiaste, il me dit mais t'imagines, on va pouvoir jouer des jeux vidéo où en fonction du chemin et des actions que tu prends, tu vas avoir un parcours designé rien que pour toi. Admettons, tu parles à un PNG, et parce que tu lui as parlé, le reste du jeu sera différent pour toi. Et toi et moi, on va jouer au même jeu, le jeu sera pas pareil. Bien sûr. Et il me dit, mais d'un point de vue expérience, ce sera juste incroyable. Et je pense qu'il faudra quand même des gens pour travailler là-dessus, parce que il faudra un esprit créatif, il faudra un esprit humain, peut-être même juste pour le marketing, il faudra peut-être quelqu'un qui soit là pour vendre. Ouais. Donc les métiers vont changer, beaucoup de métiers vont disparaître, des métiers vont être remplacés. Je pense que c'est surtout la prestation de service qui va morfler. Que ça peut aller de l'écriture au storyboarding, au design en tant que tel. Moi par exemple, avant j'avais des artistes qui me contactaient pour faire une pochette d'album. Ça tu vois, je pense que c'est mort. Mis à part si tu tombes dans le luxe et tu as par exemple un Kanye West qui veut un truc absolument fait par toi, mais il va peut-être te choisir pour des raisons marketing, parce qu'il sait, tiens, lui, c'est tel artiste qui est connu pour tel truc, il est apprécié pour telle chose. Midjourney, c'est informel, ça vend pas. Donc je pense qu'il y aura toujours des artistes qui vont exister, mais c'est les artistes qui vont un petit peu se starifier aussi, tu vois, rester dans cette communication. Ouais, je vois tout à fait. Ouais. Et même là, j'y pense parce qu'on est dans cette discussion, mais tu vois, un des trucs principaux qui fait que l'adoption massive de la crypto-monnaie ou des play and earn et des choses comme ça fait que ça va potentiellement prendre du temps quand même encore, c'est les barrières technologiques. Le temps, l'énergie de déploiement, de développement, de création de tous ces univers aussi. Vous l'avez vu avec Meta Legends, créer la vision que vous aviez et que vous avez encore d'un univers tel que Meta Legends. 1, ça prend des années. 2, ça coûte des dizaines de millions et il faut mobiliser énormément d'énergie. Mais potentiellement qu'avec l'IA, justement, et c'est là que je peux avoir ton avis et j'imagine que c'était ce que tu allais rebondir, ça peut accélérer considérablement le processus, supprimer certaines, même pas les alléger, supprimer certaines barrières à l'entrée. Et donc, je pense que c'est une porte d'entrée énorme pour la créativité. Ça supprime des barrières à l'entrée à la créativité. Ouais. Ça va permettre à des gens en comité réduit de faire beaucoup plus. Je reprends le projet Klaviyo du hardware wallet. Le nom, c'est Klaviyo. Il y aura peut-être besoin de moins de développeurs parce qu'un développeur talentueux pourrait être assisté de l'IA. Il faut aussi voir les trucs de manière positive. Ça va permettre à des gens
qui pouvaient pas faire certaines choses de le faire. Et si tu prends les effets visuels, à une époque, il fallait des ordinateurs surpuissants. Aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Donc je pense qu'il y a aussi cette question d'accessibilité. Il y a cette question d'accepter la technologie. Bitcoin, je crois que ça fait 14 ans que c'est là. Il y a encore plein de gens qui n'ont pas envie de l'accepter. Donc je pense que même si quelque chose est fonctionnel, il y a aussi l'histoire de l'adoption. Là, je crois que tu as Apple qui veut sortir dans pas longtemps leur casque de réalité augmentée. Quand Google avait essayé de le faire avec les Google Glass, c'était un tollé. Alors peut-être qu'en fait, c'était juste excellent. C'est juste que c'était pas au bon moment. Donc je pense que tu as aussi ce facteur. Et c'est bien qu'on parle de MetaLegends et même du business en général. Parce qu'en fait, c'est là où tu te rends compte que ce qui est important dans le business, c'est de faire des choses et apprendre à pivoter. Parce qu'il y a tellement de trucs incroyables qui vont se passer dans la vie que tu peux pas prévoir. Quand on a commencé MetaLegends, l'IA, ça n'existait pas. Aujourd'hui, on est obligé de le considérer, ça évolue vite. Il y a des choses qu'on voulait faire, peut-être qu'on va devoir changer. Et en fait, je pense qu'un business, parfois, je me pose la question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de vision. Et des fois, je me demande si c'est même pas, en fait, juste faire un truc et être capable de s'adapter, qui est beaucoup plus important que la vision, parce qu'on est tellement dans un monde où la technologie évolue vite. Enfin, je veux dire, t'aurais voulu imaginer Midjourney il y a 1 an et demi, c'était pas possible. Même moi, j'y aurais pas cru en tant qu'artiste. Où je me serais dit, ouais, dans 10 ans, tu vois, je me serais dit, c'est de la science-fiction. Et c'est là où ça te force à constamment te réinventer. Et c'est là où, justement, avec MetaLegends, on est en pleine discussion pour essayer de trouver les pivots qui vont permettre à la marque de continuer d'évoluer. Là, on essaie justement de penser à des personnages qui soient interopérables, c'est-à-dire que dans différents jeux, tu puisses les amener et avoir une progression qui soit liée en fonction des différentes expériences. Parce que c'est un problème des jeux vidéo. Des fois, si tu joues à GTA, bah, tu ne peux pas prendre le personnage que tu avais dans GTA et le foutre dans une bagnole et jouer à un jeu de bagnole et garder une espèce de progression. Et je pense qu'il y a des grands acteurs qui confirment un petit peu cette vision. Et Epic Games avec les MetaHuman. Je pense qu'à un moment, on essaiera de faire en sorte, mais c'est pareil, ça va prendre des années ce truc-là. Tout le monde s'imaginait qu'en 2 ans, 3 ans, il allait se passer quelque chose. On est peut-être plus sur 10 ans. Et ça fonctionnera grâce à l'IA, justement, qu'on arrive à cette vision où il y a une vraie interopérabilité dans les jeux. Et je pense que les sociétés qui vont réussir, ce sera peut-être des projets comme MetaLegends où pendant, 7 ans ou 8 ans, on a existé, on a fait des trucs, on a essayé d'innover, on a pivoté, et d'un coup, bam, ça a marché. Et là, tu auras tout le monde qui dira « Ah, mais t'es chanceux, t'es là au bon moment. » Non, ça fait 8 ans qu'on se prépare, pour ça. Ouais. Et je sais plus qui avait dit ça, je sais pas si c'est dans un de tes podcasts, mais il y a quelqu'un qui parlait de l'histoire de Google et qui disait pendant 8 ans, Google, il savait pas trop ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, tu regardes Google, c'est évident. Ouais. Et je pense que tu as aussi ce truc de continuer de s'acharner, mais d'avoir l'intelligence créative, et c'est là où la créativité, elle est importante, de pas se dire, bon, je vais m'acharner dans ce truc. Nous, par exemple, avec MetaLegends, je fais un exemple très concret, on voulait sortir un token, on voulait sortir notre crypto. Dieu merci, on a des bons advisors. La quasi-totalité des jeux qui ont sorti leur monnaie, c'est monté et c'est descendu. Et aujourd'hui, ça tue complètement la valeur, parce que comme la valeur de la société est liée à un token, ou on va dire la valeur du projet est liée à un token, si tu vois le token très bas, bah, tu te dis c'est mort. Et nous, il y a plein de choses qu'on voulait faire, qu'on n'a pas fait. Et en fait, quand tu réalises, tu te dis, mais peut-être heureusement qu'on ne l'a pas fait. Ouais. Et heureusement que maintenant, on a d'autres cartes à jouer, d'autres choses à faire. Clairement. Je rebondis sur quelque chose que tu disais qui est super intéressant, c'est que parfois, on ne se rend pas compte, mais il faut 5 ans, 8 ans, tu disais 10 ans, 15 ans pour réussir du jour au lendemain. Et la plupart des gens, tu vois, voient juste le réussir du jour au lendemain, mais ils ne voient pas que ça fait 5 ans, 10 ans, 8 ans que tu fais les choses. Excellent, c'était un super échange. Merci pour tout ce que tu as partagé. J'ai une dernière question à te poser. Mais avant ça, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, j'espère que vous avez eu autant de plaisir à nous écouter, à nous regarder que moi je n'en ai eu à animer cet épisode. Merci pour ton temps, Maxime, et les différentes choses que tu as pu partager en toute transparence. Partagez la vidéo, mettez un like,
abonnez-vous à la chaîne, mettez les 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée. Je le dis à chaque fois, mais c'est hyper important. C'est une petite action qui prend quelques secondes, qui est très facile de ne pas faire et d'oublier, mais qui nous donne tellement de force pour la suite et pour développer encore le podcast et avoir toujours des invités plus fous et plus inspirants. Et aussi avec la fiche juste en dessus, dans quelques minutes à la fin de cet épisode, si vous voulez aller regarder l'épisode que j'avais fait avec Robin où on parle de Meta Legends, ça peut être intéressant pour celles et ceux qui veulent en savoir plus un peu sur ce projet d'une part, mais le monde des crypto-monnaies et des NFT en général. La dernière question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu peux nous partager un truc qui à limite crée une transformation identitaire chez toi, dans ta vie, soit pro ou perso, que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode. Ça peut être donc un simple anecdote. J'ai l'élément. Parfait. Déjà... Quel est ton déclic, ta carte blanche pour le mot de la fin? C'est un peu morbide, mais bon, aujourd'hui je le prends avec plaisir. Ça a été en novembre 2015, au lendemain des attentats du Bataclan, dans lequel des membres de mon groupe ont perdu des gens qu'ils connaissaient, que ce soit des amis, d'anciens profs, ce genre de choses. Le lendemain, on a eu un accident sur l'autoroute et on est des miraculés. C'est-à-dire que on a fait des tonneaux en van sur l'autoroute. En fait, on a perdu une roue. Et j'ai vécu... c'est pas l'expérience de mort imminente, mais c'est le stress de mourir. Et tu voudrais le provoquer, ce serait pas possible. C'est-à-dire que j'ai vu la fin arriver. Je me suis dit, ça y est, c'est fini, je vais mourir. Et j'ai vu la scène au ralenti. Et c'est là où j'ai compris aussi que le corps humain est extrêmement puissant, parce que la manière d'analyser, de vivre la situation, c'est indescriptible. C'est une espèce de mode survie qui se déclenche. Et on s'en est plutôt bien sorti. Bon, je me suis fait opérer, je me suis fait ouvrir au niveau de la ligne blanche, du nombril. J'ai eu des problèmes à l'épaule pendant des mois et des mois. Et le fait d'être passé très proche de la mort, ça change énormément de choses. Et c'est vraiment une expérience que je ne souhaite pas. Mais c'est quelque chose qui te change, qui change ta perspective, qui change ta valeur de la vie, qui change ton appréciation de la vie. Et ça, c'est un déclic que tu peux pas déclencher, parce que c'est quelque chose que tu peux pas prévoir. Et je sais que depuis ce jour-là, j'ai une détermination différente, j'ai des émotions qui sont différentes, j'ai une idéologie qui est différente. Je pense que ça m'a vraiment changé en tant qu'individu. Ça m'a changé structurellement. Ça change tout en toi, parce que c'est tellement, on va dire, être proche de la fin ou sentir que ça pourrait être la fin, ça te fait te remettre en question totalement. Et ça a été un élément qui fait partie de l'histoire, qui a mis très longtemps à guérir. J'ai eu des moments où je n'arrivais plus à m'endormir, des grandes crises de stress, parce que quand je m'endormais, quand je fermais les yeux, j'ai l'impression de mourir, de partir. Je me réveillais en stress. Et pendant plus de 6 mois de ma vie, je m'endormais en fait d'épuisement. Et j'ai vécu des moments comme ça. Et ça, c'est les expériences difficiles qu'il faut accepter et qui aident à grandir. Et je pense qu'il y a des choses fortes en moi, comme de la conviction, de l'idéologie ou l'envie de faire certaines choses, qui viennent du fait que j'ai réalisé que ça peut s'arrêter à tout moment. Et c'est le cas, ça peut vraiment s'arrêter à tout moment. Et des fois, en fait, tu le réalises pas. Et moi, j'ai eu finalement ce déclic. Voilà. Je sais que c'est pas quelque chose de super joyeux. Pour moi, ça a été une étape horrible. Parce que tu peux pas vraiment être compris par les autres. Il y a des moments où tu es vraiment en difficulté totale, émotionnelle, philosophique, et tu vas essayer d'aller chercher de l'aide chez les autres, et les autres vont pas forcément te donner de l'aide parce qu'ils peuvent pas comprendre ce que tu vis. Donc il y a un côté où ça t'aide à apprécier la vie d'une certaine manière, mais moi ça m'a donné aussi une espèce de tristesse d'un autre côté. Et après, je pense que c'est des émotions par lesquelles tu passes,
et tu dois apprendre à grandir avec ça, te structurer avec ça, combattre ça. Et aujourd'hui, ça me donne une appréciation différente de la vie. Et ça a été un changement structurel. Je pense que tu me rencontres avant et après, tu me reconnaîtrais peut-être même pas en tant qu'individu. Donc voilà, c'était l'anecdote. Merci Maxime. Merci à toi, Alec.